Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour 2h30 de direct, 2h30 volées à la nuit pour nous parler de vous, nous confier vos doutes, vos attentes, vos fragilités, vos rêves. La ligne est ouverte au 39 21 et jusqu'à 1h du matin, Paul et Amandine vont vous y accueillir sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission. Et tout au long de ces 2h30 de direct que nous allons passer ensemble, eh bien je me ferai l'écho de vos réactions que vous pouvez m'adresser par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit ou encore sur la page Facebook de l'émission. Mais si vous voulez me parler en direct, eh bien je vous invite à faire dès maintenant le 39 21. Bonsoir Laurence. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous voulez me parler d'un sujet qui vous tient à cœur, c'est l'accompagnement, je ne sais pas si on peut dire ça, des personnes qui sont en formation, parce que vous travaillez dans ce domaine, je crois. Oui. D'accord. Vous êtes un peu intimidée, là. Oui, c'est vrai. Vous étiez plus à l'aise avec Paul au standard. Respirez un grand coup. Tout va bien se passer. Vous avez envoyé un mail dans lequel vous décrivez bien ce thème. Vous êtes travailleur social, je crois ? Oui, tout à fait. Je suis travailleur social. Et dans ce cadre-là, vous accompagnez des personnes en formation. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressée à ce sujet ? Alors non, en fait, je travaille actuellement auprès de jeunes collégiens. D'accord. Ah bon ? Oui. Là, mon message, en fait, il est indépendant de votre activité professionnelle. Voilà. D'accord. Donc, d'accord. Oui. On vous écoute alors. Oui. Alors, je souhaitais en fait parler d'une situation que j'ai rencontrée dans ma vie personnelle. Oui. D'une jeune femme qui a repris des études vers l'âge de 35 ans, des études d'infirmière. Oui. Et je trouve que cette jeune femme, je l'ai connue parce que elle est la maman d'une copine de ma fille qui a 9 ans. Oui. Et lorsque j'ai rencontré cette jeune femme, elle était vraiment dans une situation de grande tristesse, de grande difficulté. Donc elle était en 3e année d'école d'infirmière et elle était prête à abandonner la formation. Pour quelle raison ? Oui, parce que le stage dans lequel elle était se passait très mal. Elle avait beaucoup de pression de la part de la cadre. Oui. Elle ne pouvait pas prendre les pauses réglementaires entre midi et 1h. Elle était obligée d'aller voir le médecin, de demander des anxiolytiques. Ah bon ? À ce point-là ? Oui. Et cette jeune femme a dû arrêter son stage parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'y arrivait plus. Elle a été pénalisée parce que donc elle s'est mise en arrêt maladie. Là, normalement, elle aurait dû finir ses 3 années d'école d'infirmière. Mais comme elle n'avait pas terminé son stage, elle le termine actuellement. En fait, elle en fait un autre de rattrapage. Oui, heureusement qu'il y a ce recours-là encore. Oui, tout à fait. Et jusque-là, dans ses précédents stages, puisque vous me dites qu'elle est en 3e année, elle n'avait pas rencontré de problèmes particuliers, relationnels ou autres ? Elle n'avait pas du tout rencontré de problème. Non, pas du tout. Oui, donc ce serait dommage qu'elle se mette en situation d'échec alors qu'elle arrive au bout de sa 3e année, quand même. Oui, tout à fait. En fait, moi, mon message, c'était... en fait, cette jeune femme, quand je l'ai rencontrée, en fait, elle se remettait beaucoup en question en pensant que c'était elle qui était à l'origine du problème. Et le message que je voulais faire passer ce soir, c'est que parfois, je trouve qu'en situation de formation, on est sur un chemin de changement, du coup personnel, professionnel. Parfois, on peut être un peu étonné des changements qui nous bousculent un petit peu.
on peut être fragilisé par ces changements qui interviennent. On se sent, parce que là, je me rappelle, cette personne me disait que elle sentait qu'elle changeait, qu'elle avait beaucoup plus de maturité, finalement, elle se découvrait. Et en même temps, elle faisait face à cette pression et à cette bataille au quotidien. Et elle s'était remise beaucoup en question sur elle-même. Et moi, je l'ai invitée à penser que finalement, le problème, c'était pas elle qui était le problème. C'était bien la pression qu'elle subissait. J'emploie le mot non-bien-traitance. Et le message de ce soir, c'est de dire aux personnes qui sont en formation que ce sont des personnes très courageuses, justement, et qu'elles mériteraient un autre traitement. Et voilà. En tout cas, c'est courageux. Oui, vous avez raison, Laurence, de reprendre comme ça, de faire une reconversion à un moment donné de sa vie. Le changement, on le sait, nous angoisse souvent. Alors, il y a des personnes plus que d'autres, mais en général, quand même, le changement est anxiogène. Et c'est courageux d'oser finalement changer, se remettre en question, parce que ça amène quand même un travail de remise en question, même si j'entends bien ce que vous dites, c'est-à-dire que trop souvent l'individu se remet lui en cause au lieu de considérer qu'il est peut-être dans un système aussi qui ne va pas bien. Voilà. Vous dites beaucoup mieux que moi. Non, c'est parce que vous êtes très intimidée, Laurence. Alors que vous l'avez vraiment très bien exprimé dans votre mail que j'ai sous les yeux. Vous dites, en parlant de cette jeune femme là, donc qui reprend des études d'infirmière, vous avez dit à un moment on pourrait penser, elle est fragile. Et vous dites, non, c'est aussi le système qui lui fait vivre des situations insupportables dans lesquelles l'humain ne primait plus. Oui. Mais alors, dites-moi, ces histoires, par exemple, de ne pas pouvoir prendre de pause, là, est-ce que ça s'appliquait à elle ou seulement à elle, ou il y avait aussi, c'était un peu l'organisation du service qui faisait que les personnes ne pouvaient plus prendre leur pause parce Oui, c'était l'organisation du service qui ne permettait pas aux personnes de prendre leur pause. Oui, voilà, donc on n'est pas dans une histoire de harcèlement individuel, c'est un problème d'organisation du travail. Oui, tout à fait. Mais en plus, cette personne avait de la pression parce que quand on est en formation, on n'est pas aussi performant qu'un professionnel. On apprend. Mais en fait, ce qu'elle vivait, c'est qu'elle devait tout savoir. Or, elle était dans la démarche de se former. Et en fait, il lui était demandé une étendue de posture professionnelle qu'elle n'avait pas encore acquise. Et c'était comme si on lui demandait finalement d'avoir fini sa formation alors qu'elle était en cours. Donc c'était un petit peu... Oui, parfois on oublie que les personnes sont en cours de formation. Oui. Alors en même temps, c'est normal quand on sait qu'il y a qu'on est évalué aussi, que les stages comptent aussi pour la validation de la fin d'études. Donc on a envie de donner le meilleur de soi-même, pour peu qu'on soit consciencieux. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler. Il faut le rappeler constamment. C'est quand même les personnes sont là, elles ont à apprendre. Tout à fait. Mais là, visiblement, je sais pas, il y avait un problème de désorganisation. On sait dans certains services où c'est très compliqué pour les infirmières, pour les aides-soignantes. Enfin, elles ont une charge de travail très lourde. Oui, et c'est vrai que c'est un problème qui est un peu général dans ces formations domaine médical. C'est une pratique un peu généralisée de subir de la pression, et je trouve que ce métier qui fait être dans la relation humaine, oui. Si les infirmières sont en formation dans un système qu'elles côtoient non bienveillant vis-à-vis d'elles-mêmes, comment peuvent-elles se projeter comme futures professionnelles? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Si elles sont un peu maltraitées, voire beaucoup dans leur
au sein de leur service, c'est clair que c'est beaucoup plus difficile après d'avoir une disponibilité auprès des patients. Et on sait que d'un service à l'autre, ça peut être tout à fait différent. Ça dépend beaucoup aussi, quand même, de la personnalité du chef de service. Moi, pour avoir un peu travaillé à l'hôpital, j'ai remarqué que selon le... Parce qu'il donne un peu la mesure, hein, je trouve. Ah oui, oui. Mais comme souvent d'ailleurs dans une structure, là on parle de l'hôpital, enfin du système hospitalier, mais dans beaucoup de, je dirais même d'entreprises finalement, la direction, enfin c'est eux qui donnent un peu quand même le ton, la façon dont ils traitent leurs équipes. Oui. Donc si on commence à laisser passer des choses de l'ordre de des choses qui devraient pas exister. Après, ça se répercute un peu à tous les étages, et on sait bien en plus que c'est dans l'humain que celui qui est, enfin, quand on est, vous dites la non bien traitance, c'est ça. Moi, je veux dire la maltraitance, quand on est un peu maltraité, voire humilié, voire des petites choses comme ça. Eh bien, on trouvera toujours quelqu'un en dessous pour, du coup, entre guillemets, se venger, mais humilier à son tour. C'est triste, mais c'est comme ça que ça se passe aussi, hein, quand même. C'est-à-dire, quand on est écrasé, on peut aussi avoir ce réflexe de se comporter de la même façon avec ceux qui travaillent pour nous, malheureusement. Alors je ne sais pas si c'est vraiment... en fait, je trouve que c'est quand même bien dans le milieu médical qu'il y a ce rapport un petit peu, je dirais, de force. Oh, partout, hein. C'est pas propre au milieu médical, hein, le rapport de force. Hein. Non, mais en fait, ces postures d'humiliation, enfin, parce que cette jeune femme me disait qu'elle était allée voir un médecin pour vraiment pour qu'elle puisse trouver une aide. Et ce médecin lui avait dit que lui, quand il était jeune médecin, avait dû faire face aussi à des situations très violentes de la part d'un cadre, d'un responsable hiérarchique, et je trouve ça très étonnant, puisque ça, Ça vous étonne plus particulièrement dans le milieu médical? Disons que c'est pas... on pourrait penser qu'il y a quand même un rapport à l'autre. Oui, mais après, oui, bien sûr, en étant idéaliste, mais en étant plus pragmatique, ils sont pris aussi, il y a une organisation du travail, et c'est souvent plus que les individus, parfois l'organisation qui est complètement pathogène. Oui. Là, visiblement, dans le service dans lequel elle travaillait, le fait de pas pouvoir de prendre de pause, soit, je sais pas, il manquait du personnel, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et du coup, tout le monde était sous pression. Ah oui, tout le monde, oui. Voilà. Oui, tout le monde. Bon. Alors, évidemment, pour les soignants, c'est compliqué parce qu'ils sont là, en principe, pour prendre soin des autres. Alors c'est compliqué si eux se sentent acculés, mis sous pression. Mais vous savez, on pourrait aller faire un tour dans certaines usines et tout. Je pense que, ou dans plein d'autres structures, ces rapports de force, et ça existe. Hein, c'est pas propre au milieu médical. Oui. Même si on pourrait peut-être attendre d'eux autre chose. Mais les médecins aussi, beaucoup de médecins sont surmenés. Ils ont plus de mal à se soigner d'ailleurs, souvent les soignants, que les autres. Mais je ne sais pas si vous avez entendu, parce que jeudi soir, on avait une jeune femme qui était à l'antenne, Linda, qui, elle était dans un tout autre domaine, ça n'avait rien à voir, puisqu'elle donnait des cours de danse. Et elle vivait une situation extrêmement douloureuse, puisque son père son père est malade d'un cancer, il ne va vraiment pas bien. Elle a perdu sa mère il y a 1 an déjà de cette maladie. Elle-même, on lui a fait une intervention en prévention. Enfin, vraiment quelque chose de lourd. Élevant seuls ses enfants. Et au boulot, ils ont vraiment été immondes avec elle. C'est-à-dire ne supportant aucune absence, lui faisant signe quand elle arrivait quand même pour assurer ses cours malgré tout entre l'hôpital que il fallait s'activer, c'était l'heure, que après tout, on lui avait dit tout le monde a ses soucis. Oh là là. Enfin, et ce qui était terrible, ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire qu'elle elle avait appelé. Sa demande, c'était est-ce que c'était... Elle n'arrêtait pas de me dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis fragile? Oui. Ou est-ce que, je sais pas, tout le monde est comme ça? Est-ce que tout le monde réagirait comme ça? Et en fait, j'ai essayé de lui dire que
compte tenu du contexte dans lequel elle se trouvait, mais n'importe qui aurait craqué. Enfin, j'aurais pu dire moi la première. Oui, mais c'est important que les personnes entendent ce que vous dites. C'est vraiment très important, justement. C'est-à-dire que, oui, on a tendance parfois à tort à se considérer comme fragile, alors que vous le disiez très bien dans votre mail, c'est à un moment un système qui fait vivre des situations insupportables pour un humain. C'est pas et c'est ça qui est à interroger. Oui, tout à fait. Et il y a d'ailleurs, je sais pas, peut-être vous avez entendu parler de ce livre. Il y a un petit moment maintenant qu'il est sorti, de la psychanalyste Claude Almos, qui s'est interrogée sur notamment tous les gens qui se retrouvaient en situation de perte d'emploi, parce que les psys considèrent évidemment, de par notre approche, notre formation, toujours le problème sous un angle personnel. Oui. Et elle s'est penchée sur cette question parce que ça va bien au-delà d'un problème personnel, ce qui n'empêche pas qu'on peut accompagner la personne, bien évidemment, dans ce qu'elle traverse, ça peut être terrible de perdre son emploi. Enfin, mais elle interrogeait tout un système, dans un système de crise, dans un système où ça broyait des individus, littéralement. Des ouvriers qui se trouvent dans une usine et on va délocaliser parce qu'on trouve de la main-d'œuvre moins chère dans un autre pays et qui se retrouvent, parfois ils sont à 2 à travailler dans l'usine, ils ont pris des crédits pour leur maison, ils savent plus comment ils vont faire. C'est des gens, on n'en parle pas ça parce qu'après ça devient des statistiques, mais enfin ça a un coût psychique énorme. Bien sûr. Que ça soit des problèmes de dépression, des problèmes de maladie, des problèmes de suicide aussi, parce que mais tout ça c'est silencieux, ou on a des stats, voilà, chaque année qui tombent. Mais et je trouve qu'elle a écrit un livre où elle parle très bien de ce problème, où justement en essayant de dire aux gens, c'est contre aussi un système qu'il faut résister, et pas vous à essayer de vous remettre en question, de vous faire encore plus de mal. Son livre s'appelle Est-ce ainsi que les hommes vivent ? D'accord. Vraiment, je vous le recommande, de Claude Almos. J'ai plus l'édition, mais enfin vous le trouverez facilement, parce que si vous vous intéressez à cette question-là, je pense vous y trouverez beaucoup de pistes de réflexion. Oui, c'est vrai que c'est aidant d'avoir cette pensée-là, que c'est pas. Oui. C'est pas la personne qui est fragile, pas forcément. Pas forcément, non. C'est peut-être parce qu'elle vit quelque chose qui n'est pas supportable, justement. Oui. Et qui fait que c'est trop lourd à supporter, et physiquement et psychiquement. Oui, et c'est important de le rappeler, parce que dans ces cas-là, malheureusement, on a tout de suite tendance à se remettre en question. C'est comme dans les cas de burn-out, d'ailleurs. On sait que ça touche souvent les salariés les plus assidus, les plus consciencieux, ceux qui ont envie de bien faire, enfin, qui se mettent souvent une pression assez élevée. Et c'est intéressant d'interroger un système aussi. Oui. Parce que ça donne, en tout cas, pour être moins déjà alors là, vous parliez de la formation, mais les gens qui entreprennent une reconversion, mais moi, à travers ce livre, je parlais des gens qui se retrouvent dans une situation de précarité ou au chômage. Ça isole terriblement, déjà, ça isole. On peut très vite se déprécier, penser qu'on est responsable de cette situation. Et là, je trouve que ce bouquin met en perspective les choses et donne des armes pour se battre. Parce que il y a lieu de se battre et en tout cas de pouvoir résister à ça. Essayer de résister. Vraiment. Donc, on aura peut-être des réactions de personnes, je ne sais pas, qui vous êtes peut-être vous-même en formation et vous avez fait une reconversion ou pas d'ailleurs, peut-être tout simplement vous démarrez, vous vivez des choses un peu difficiles, vous avez l'impression qu'on oublie, l'équipe encadrante oublie parfois que vous êtes en formation et vous en demande beaucoup. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience au 39 21, qui est le standard d'Europe 1, ou peut-être si vous souhaitez nous joindre par mail, comme vous l'avez fait, Laurence, europe1.fr,
pour nous dire un peu ce que vous traversez. Et alors cette jeune femme, vous l'avez un peu encouragée, soutenue? Elle en est où là? Ah oui, tout à fait. Elle était en difficulté donc pour écrire son mémoire. Donc je lui ai proposé mon aide pour essayer de l'avancer un peu. Enfin, c'est elle qui avait fait la démarche du mémoire, hein, mais pour le mettre en forme. Enfin, voilà. Et là, elle est en train de terminer son dernier stage et a priori, elle finirait mi-novembre. Ah, c'est bien. Et là, va... ça se passe mieux pour elle. Oui, très bien. D'accord. Le dernier stage se passe très très bien. Oui, donc ça amène à mettre les choses en perspective et se rendre compte que là, il y avait un problème dans ce service, de désorganisation, enfin de peut-être manque de personnel, et du coup, il y avait une tension générale, mais qui n'était pas liée à elle, à sa personnalité. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, je reçois un message de Margaret qui dit, vous parlez du milieu hospitalier, mais la restauration, elle dit en cuisine, au moment du coup de feu, il faut voir comment on parle au personnel. Parfois, elle dit, c'est vraiment odieux. Oui. C'est vrai que on parle de brigade, hein, d'ailleurs, dans les restaurants. Enfin, il faut voir le ton employé. Ça ressemble à l'armée, et même. Enfin, c'est assez hard, hein, je trouve. Bon, il y a plein de domaines, mais peut-être que c'est un sujet intéressant et qui suscitera peut-être des témoignages, des réactions au 39-21. Mais je vous remercie, en tout cas, Laurence, de l'avoir abordé ce soir. C'est moi, je vous remercie. Merci de votre appel. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. La nuit est à vous sur Europe 1 et la ligne est ouverte au 39 21. Nous sommes en direct comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin et je vous invite à me faire part de vos questionnements qui concernent votre couple, votre famille, votre travail, vos relations amicales et bien d'autres choses encore. Ensemble, avec l'aide des auditeurs, nous essaierons de vous aider à y voir plus clair et à avancer dans votre vie. 39 21 si vous désirez me parler ou dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Beaucoup de réactions suite au témoignage de Laurence qui était notre première auditrice ce soir et qui voulait un peu encourager les personnes qui étaient en formation et qui parfois se trouvaient fragilisées parce qu'elles avaient le sentiment de pas bien faire ou se trouvaient aux prises un peu avec des dysfonctionnements au sein d'un service, à ne pas perdre la foi et à continuer quand même à y croire. Alors, vous êtes nombreux à réagir pour dire que ces problèmes de pression au travail ne sont pas propres au milieu hospitalier. Beaucoup, vous évoquez la grande distribution. Quelqu'un dit qu'il y a eu dernièrement un reportage à la télévision sur une chaîne d'hypermarchés où les employés étaient littéralement harcelés. Beaucoup de cas de dépression. Certains aussi, Margaret dit dans les grandes surfaces, les gens qui s'occupent de la mise en rayon, on calcule le temps de mise en rayon, on les suit, on leur crie dessus. Bon, il y a malheureusement beaucoup de domaines comme ça où on peut voir ce mode de fonctionnement. Marielle, elle me dit, j'ai travaillé 35 ans à la NPE et à ce moment-là, nous pouvions réellement aider les chercheurs d'emploi. C'est plus le cas, dit Marielle, avec Pôle emploi. Les agents croulent littéralement sous le travail. Il ne faut pas leur en vouloir, ajoute-t-elle. N'hésitez pas à témoigner à ce sujet. Je crois que plus tard, nous entendrons Marty, qui a eu un gendre qui a rencontré un peu le même problème que la jeune femme dont nous parlait Laurence. Donc elle sera avec nous un peu plus tard dans l'émission. Mais pour le moment, c'est Stéphanie qui a fait le 39-21. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Vous êtes la bienvenue. Voilà, donc je vous ai contacté. Donc, comme j'ai expliqué à Paul, qui est franchement top, super sympa. Hein. J'en avais entendu parler, mais c'est vrai qu'il est bien. Voilà, en fait, moi, je vous appelle parce que la semaine dernière, j'ai perdu mon grand-père. Voilà, comme je disais à Paul, j'ai plus perdu qu'un grand-père. J'ai perdu un second papa. Et donc les autres fêtes sont en fin de semaine et en fait, oui. s'est posé la question à savoir, j'ai 2 enfants de 10 et 7 ans et demi qui côtoyaient mon grand-père. Hein, mes grands-parents gardaient souvent mes enfants. Et la question à savoir, est-ce que je les emmène ou pas aux obsèques ? Je suis un peu perdue parce que j'ai un peu tous les sons de cloche et du coup je sais pas trop vers quel si vous voulez, en fait, j'ai pas envie de
j'ai un fils qui est quand même de nature assez anxieux et j'ai pas envie de créer des problèmes là où il y en aurait peut-être pas. C'est-à-dire que évidemment dans ces situations il y a toujours des points de vue très tranchés, très il y a ceux qui disent non, c'est trop dur pour des enfants, il faut les protéger, mais qui voulant bien faire, hein, mais qui se protègent un peu ou de la peine qu'ils auraient du mal à supporter. C'est vrai que moi, je pense qu'il est important que les enfants soient présents. Alors après, il n'y a pas de comment dire, de scénario type, parce qu'il faut s'adapter à chaque contexte. Mais je dirais que c'est à un moment donné, la première confrontation que les enfants ont avec la mort, quand les choses se passent comme elles devraient se passer, c'est-à-dire que c'est en général, ça peut être un animal, hein, ça peut être un animal de compagnie, mais dans la chaîne des générations, c'est avec les grands-parents. Là, vous me dites, Stéphanie, que c'est votre grand-père. C'est mon grand-père, donc c'est leur arrière-grand-père. C'est leur arrière-grand-père. Ouais. Bon, j'entends que c'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous, dont vous étiez très proche. Mais énormément. Je pense que c'est important pour des enfants de ne pas les soustraire à ça, à ces questions-là. Sachant que moi, je leur ai vraiment tout expliqué. Hein. Je leur ai vraiment... c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Paul. En fait, mon grand-père, ça fait 1 an en fait, qu'il était... hospitalisé pour des soucis de santé en fait qui ont fait que son état s'est dégradé. Son état s'est dégradé un petit peu plus du coup la dernière semaine. Ils étaient au courant de tout, hein, sachant que dès qu'il était en établissement où les enfants pouvaient aller, nous on y allait parce qu'on est vraiment une famille unie et que je me disais pour son moral c'était important qu'il voie les enfants. Donc mes enfants, si vous voulez, ont suivi un petit peu son parcours hospitalier, quoi. Ils étaient au courant, jamais je leur ai caché. Et c'est vrai que quand son état s'est dégradé la semaine dernière, j'ai commencé à les préparer en disant attention papy, il est vraiment pas bien et il peut partir, il peut mourir. Hein. J'ai posé le mot, j'ai dit mourir. Donc pour vraiment leur... moi je suis plutôt du genre à dire une vérité qui blesse que cacher et préserver, sachant qu'ils sont quand même en âge de comprendre un petit peu. Oui, vous me dites, vous avez un fils de 10 ans, une fille de 7 ans, donc... Oui. Mais j'ai beaucoup de réactions d'auditeurs là ou d'éditrices qui disent qu'il faudrait peut-être déjà leur poser la question à eux. C'est-à-dire, est-ce que par rapport en disant, voilà, l'enterrement va avoir lieu là, est-ce que vous voulez venir je leur ai déjà posé la question. Eux, ils seraient prêts à venir. Après, c'est vrai, je les ai prévenus en disant que ça allait être un moment très dur, que les gens allaient avoir beaucoup de chagrin, qu'ils allaient être vraiment entourés de personnes qui avaient beaucoup de chagrin. Et plutôt être favorable. Et quand je me suis un petit peu retranchée en leur disant j'ai peur que ce soit trop dur pour vous, ils se sont pas opposés, si vous voulez. Donc c'est vrai que... Oui, mais c'est votre réserve qui a fait que du coup ils étaient plus à distance. Spontanément, ils voulaient être présents. Oui, voilà. Mais je pense on veut toujours préserver, alors évidemment les enfants du chagrin, mais on a aujourd'hui un rapport à la mort qui est aussi tellement distancié, quoi. Je veux dire, auparavant, on en a fait quelque chose de très tabou aujourd'hui. Hein. C'est vraiment le dernier des tabous, je trouve, dans notre société. Il faut vite, on voit plus le corps. Enfin, il y avait encore pas si longtemps, il y avait des veillées, les enfants pouvaient voir le corps. Déjà, quand ils étaient plus au contact avec la nature, ils étaient confrontés dans les fermes aux animaux, déjà qui mouraient. Aujourd'hui, c'est devenu très aseptisé, hein, finalement. Ouais. Je pense pas que ça soit une bonne chose, même pour nous, parce que quand on voit aujourd'hui ce temps du deuil, là aussi. On voudrait le raccourcir comme on raccourcit tout actuellement. Le temps, il est en accéléré. Or, on a l'impression, il y a le temps du deuil, et puis allez, on prend quelques jours, et puis après on rentre au boulot, une tape sur l'épaule, et puis ça va, hein, c'est passé. Non, ça passe pas comme ça. Et donc, on peut pas préserver... Je veux dire, c'est normal en tant que parent de vouloir préserver ses enfants des peines, des chagrins. Mais en même temps,
c'est aussi important de les armer pour affronter le monde, et le monde tel qu'il est. Et la mort en fait partie. Oui. Donc, je trouve qu'il me paraît plus important que les enfants puissent être présents, et dans cette communion aussi qu'il y a de personnes qui autour du défunt, qui vont pouvoir en parler. Il y a si évidemment on n'est pas dans un contexte non plus tragique, il y a des contextes parfois qui sont terribles, où si les personnes sont en premier lieu, les parents sont psychiquement effondrés. C'est ça souvent qui est très douloureux pour les enfants. Mais qu'il y ait de la peine et que des gens évoquent avec tristesse, mais aussi parfois avec un peu beaucoup de lumière dans les yeux, la personne qui n'est plus là. C'est important que les enfants, ils sont pris au cœur de ça. C'est aussi notre humanité, ces moments-là. Et même d'ailleurs par rapport à ce qu'on appréhende. Alors, hormis cas de figure très particuliers, évidemment, mais c'est pas forcément dans ces moments-là qu'on s'effondre le plus au moment des obsèques. Oui. Il y a un peu, parce qu'il y a tout, il y a tout. On est entouré dans ces moments-là. Il y a tout un rituel aussi. Il y a qui aide un peu, qui porte. On est presque un peu. Parfois, on peut même être spectateur d'ailleurs, comme si ça nous paraissait irréel. Enfin, bon. Donc, je crois que moi, je vous dirais spontanément, je pense qu'en plus, ils ont déjà 10 et 7 ans, ils pourraient être présents. On peut dire c'est ils connaissaient votre grand-père, mais c'est aussi expliquer, voilà, il était très âgé. Quand on arrive au bout de sa vie, c'est ce qui arrive, et pouvoir les accompagner, pouvoir répondre à des questions, ce à quoi les adultes ont du mal à se confronter, parce que notamment avec des enfants, même à l'âge de 7 ans, on peut rencontrer, mais des enfants plus petits, on peut être confronté à des questions très concrètes de l'enfant. Parce que la mort, il sait pas, c'est-à-dire pourquoi on le met en terre, oui, mais comment il va faire pour respirer. Bon, donc il faut pouvoir accompagner. C'est vrai que si soi-même on est totalement effondré, c'est plus compliqué. D'accord. Parce que c'est vrai que moi, je leur explique un peu le déroulement de la journée, parce que il va être incinéré. Donc, du coup, je leur ai vraiment tout expliqué. Bon, bien sûr, je les préserverai de certaines choses, hein, comme on sait tous que quand on assiste à une crémation, on peut voir le corps partir, tout ça et tout. Donc ça, c'est que moi, je me sens pas la force d'y aller. Donc ça, je le mets. Mais c'est vrai si que vous ne vous sentez pas la force d'y aller, effectivement, je comprends que vous n'ayez pas envie. Ça peut être douloureux, la crémation. Oui, voilà. Peut avoir quelque chose de douloureux et un peu de violent. Et d'ailleurs, même après, pour des enfants, expliquer que papy, il est dans une urne, on se dit, tiens, ils peuvent là aussi se poser des questions, dans cette petite urne. Bon, donc si on n'est pas soi-même très à l'aise avec ça, ça peut être compliqué. Mais si on explique que c'était sa volonté, puis qu'on retourne à la terre, mais enfin, si vous-même vous êtes en difficulté, je comprends que vous n'ayez pas envie de les amener là, mais alors vous penseriez pouvoir les amener dans quelles circonstances ? C'est-à-dire qu'il y a une cérémonie religieuse le matin. D'accord. Qui est peut-être quelque chose de moins choquant. Et puis après, je savais pas trop. Je savais pas, s'il fallait, au moins qu'ils voient cette partie-là. Est-ce qu'il fallait aller jusqu'au bout du processus et faire ces deux parties. J'étais un peu, parce que d'un côté, on m'a dit, quand j'en ai parlé, une amie m'a dit que sa fille avait très mal réagi. Suite à des obsèques de son grand-père, et que sa fille du coup était un peu perturbée à cause de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi elle a mal réagi? Au niveau les nuits sont assez perturbées apparemment. Les nuits? Les nuits sont assez perturbées parce qu'apparemment elle aurait des visions de ce moment-là en fait. Oui, mais alors après c'est ça, chaque cas est particulier. Je ne sais pas quel moment à quoi ça fait écho chez cet enfant, qu'est-ce qui aussi, parce que si le parent lui-même est complètement effondré, ça peut être très anxiogène pour l'enfant. S'il voit son parent complètement effondré, l'enfant il est très branché sur son parent aussi. Donc si soi-même on peut pas accompagner dans ces cas-là, à ce moment-là ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui est un peu plus à distance ou qui est plus à même de faire face. Mais je trouve que moi, je vais vous dire, je trouve que c'est pas une bonne chose de vouloir préserver les enfants de tout. Il faut pas oublier que dans l'éducation d'un enfant, un enfant, c'est pas seulement, c'est pas le faire grandir dans de la ouate.
Parce que c'est pas le monde dans lequel non. il va devoir vivre. Non, Donc un enfant, c'est-à-dire que c'est à un moment, c'est aussi, il faut qu'il puisse se construire. Et la mort fait partie de la vie. Oui. Bon, ça fait partie de ça. Donc et on ne sait plus bien accompagner. Mais c'est pas étonnant que les adultes soient perdus parce qu'on ne sait plus bien accompagner ces moments-là. On marque une pause et on se retrouve tout de suite. D'accord. Stéphanie, je prenais connaissance un peu des messages des auditeurs. Vous voulez que je vous en lise quelques-uns ? Oui, je veux bien. Alors, il y a René qui dit il faut aussi qu'ils apprennent que la vie est faite de chagrin et de pertes. Il y a Claire Ouska qui dit bien sûr que le chagrin sera là, mais c'est important aussi de voir toute la famille réunie qui vient dire au revoir. Elle a raison. C'est ça aussi un enterrement, ajoute-t-elle, de la tristesse partagée, mais aussi de la chaleur humaine. On est là ensemble pour accompagner la personne dans ses derniers moments, pour lui dire au revoir. Et c'est important aussi pour des enfants de pouvoir dire au revoir, parfois de pouvoir les amener, alors pas forcément le jour même de la cérémonie si on pense qu'il y a trop d'émotions, qu'on a peur de craquer soi-même, mais ça peut être un peu après, ça peut être amener un petit bouquet de fleurs, pour des plus petits amener un dessin, enfin, qui est cet au revoir, parce que ce qui est souvent angoissant, et vous parlez de cauchemar là, d'une petite fille, ce qui est souvent angoissant, c'est la personne qui disparaît et où il n'y a pas trop d'explications finalement. Parce qu'on est démunis par rapport à ça. Et du jour au lendemain, plouf, volatilisé. Ça, c'est très angoissant. Même si, bien sûr que la mort, on est confronté à l'absence. Mais c'est pas la même chose, l'absence, que pour un enfant, et dans un esprit d'enfant, en plus, avec un peu la pensée magique, avant 10 ans, que la personne pourrait se volatiliser. Et ça peut donner lieu à des angoisses de séparation terribles, et notamment au moment du coucher, et notamment parfois même dans nos formulations. Vous me dites que vous avez employé le mot « mort ». C'est important les mots, pour nous déjà, mais particulièrement pour les enfants, qui les prennent au sens premier. Souvent on dit « il est parti ». Mais pour un enfant, ça ne veut rien dire. Ou alors si, ça veut dire que quand on part, on peut donc disparaître et ne plus jamais revenir. Ça, c'est très angoissant. Ça, c'est le premier mot que j'avais utilisé au début quand il est retourné à l'hôpital et que son état de santé s'est fortement dégradé. Le lendemain matin, donc quand je les ai préparés pour aller à l'école, je leur ai dit voilà, papy n'est pas bien, il faut s'attendre à ce qu'il parte. Ma fille m'a regardé, m'a dit qui part où. J'ai dit voilà. C'est là où j'ai repris et je dis il va mourir. Il va peut-être mourir, on ne sait pas encore, parce que son état n'était pas. Et voilà, moi j'ai dit voilà. Il est arrivé au bout de sa vie, voilà, il va. Mais c'est important d'utiliser ce mot parce que vous voyez votre petite fille spontanément, elle vous dit il part où ? Et c'est une expression qu'on utilise très souvent. Il est parti ou je pars, et pour un enfant, c'est finalement partir. Et donc on peut ne plus revenir du tout. Donc c'est important d'utiliser les bons mots, les mots justes. En tout cas, dans ces cas-là. Je reçois encore d'autres messages. Il y a Charles qui me dit, très jeune, j'ai assisté aux obsèques de mon grand-père. Eh bien, j'en garde un bon souvenir. J'avais trouvé ça à ce moment-là normal d'être là, de l'accompagner. Myriam qui ajoute à propos de la crémation, dit quand le corps s'en va pour la crémation, le maître de cérémonie dit que les personnes peuvent sortir si elles le souhaitent. Oui. Il y a quelqu'un un autre message là qui dit ma fille de 8 ans a dû faire face au décès de son père fin mai. J'ai voulu qu'elle assiste à la crémation. C'était difficile pour elle et moi, bien sûr, mais elle a mieux compris ce qui se passait et elle a pu réaliser à sa façon le décès de son papa. Je trouvais important qu'elle soit là. Voilà, c'est encore autre chose. Ça permet d'imager un peu, c'est ce que je pensais aussi, oui, que c'est important, surtout qu'en plus ils sont là en âge de comprendre. Donc, déjà à 10 ans, on a une représentation. Votre fils, il peut déjà percevoir le côté irréversible de la mort. À 7 ans, pas encore. C'est-à-dire, et les plus petits vont me dire, bon, ils peuvent assister aux obsèques, mais poser la question, dire, mais alors, quand est-ce qu'il reviendra ou on le reverra ? C'est très compliqué d'intégrer ça. En tout cas, avant 10 ans, c'est 8-10 ans, c'est compliqué pour un enfant. Donc, quelqu'un le rappelle très justement, ils n'ont bien sûr pas le même rapport à la mort que les adultes. Et ça peut être associé pour eux à de la disparition subite comme ça, soudaine, inexpliquée.
Et ça peut créer de l'angoisse. Ce qui crée de l'angoisse souvent dans le psychisme, c'est ce qui n'est pas expliqué, c'est ce qui n'a pas de raison. Non, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire, je voulais pas, Donc c'est important de pouvoir expliquer, mais de pouvoir faire face aux questions. Et des enfants qui disent, oh là là, on le met en terme, alors comment il va faire pour respirer ou pour manger? Dire, son corps ne respire plus. Quand on est mort, on ne respire plus. Mais il peut y avoir d'autres questions. Et où est-ce qu'on va après? Et ça dépend bien sûr à chaque famille, aux croyances de chaque famille, mais après tout, ça peut être l'occasion d'aborder quelque chose qui nous dépasse tous. Alors, si on a des croyances religieuses, on croit à un après la vie, qu'il y a autre chose, on peut expliquer. Du coup, alors, pas chez des tout petits, mais des enfants de 7-10 ans, on peut dire, dans les religions, on pense que il y a une vie après la vie. D'autres pensent au contraire que quand on est mort, c'est pour toujours. Ça, utiliser des mots d'enfant aussi. Mais pouvoir être à même, pas anticiper leurs questions, mais être à même d'y répondre. Parce que souvent, c'est les non-dits, c'est ce qui n'est pas expliqué, je vous le dis, qui crée vraiment de l'angoisse. D'ailleurs, j'ai un message à ce sujet. Quelqu'un me dit... mon petit-fils a perdu son papy lorsqu'il avait 6 ans. Ma belle-fille n'a pas voulu qu'il assiste aux obsèques. Mon petit-fils a eu beaucoup de mal à accepter le décès de son grand-père. Il ne veut aujourd'hui pas aller au cimetière. Il a 15 ans et peut-être n'accepte toujours pas. Mais parce qu'après, ça crée un blocage. Il y a quelque chose de... comme si c'était frappé de tabou et d'interdit. D'accord. Alors que les enfants, souvent, ont un rapport... Quand ils ne sont pas directement... j'allais dire impliqués, c'est-à-dire que c'est déjà plus loin pour eux. C'est pas le décès d'un parent, c'est pas le décès ou d'un grand-père ou d'une grand-mère dont qu'ils voyaient, qu'ils les gardaient. Mais de toute façon, encore une fois, je crois que on peut pas préserver les enfants de tout, et c'est pas forcément souhaitable d'ailleurs. D'accord. Bon. Je vais en rediscuter pour peut-être imposer mon choix et puis. Pourquoi ? Parce que ça serait vraiment imposé ? Vous avez des résistances fortes ? Mon mari n'est pas forcément pour. Pareil, peut-être parce qu'il a peur des réactions, peut-être de l'après. Un petit peu comme moi, c'est pour ça que j'avais besoin de me sentir un petit peu rassurée. C'est-à-dire, vous pouvez dire à votre mari que là où il craint que ça génère de l'anxiété, c'est les mettre en dehors de tout ça, qui génère du coup qui peut générer de l'angoisse parce que qui ouvre la porte à tous les fantasmes. Alors que les enfants ont besoin de choses concrètes. Oui. Vraiment concrètes. C'est ce que dit Chantal d'ailleurs. Il y a aussi quelque chose d'éducatif et respectueux et structurant pour un enfant. Et si les adultes ont besoin de soutien, les enfants aussi. Et on les oublie quand on les soustrait à cet événement. Et finalement, on ne leur permet pas toujours d'exprimer leur chagrin ou les questions qu'ils se posent. Et après, tout ça, ça tourne dans leur petite tête et ils imaginent des choses terribles qui peuvent donner lieu à des cauchemars. Ou ils sentent bien la peine de leurs parents. Ils le sentent. Mais ils sentent aussi parfois qu'il ne faut pas en parler parce que ça va les faire pleurer. Et là aussi, c'est dire oui, je pleure parce que je suis triste, parce que j'aimais beaucoup papy. D'accord. Je vais revoir avec eux demain. Je vais leur reposer la question et puis. Souvent, les adultes se protègent de cette façon-là. Ils protègent, mais c'est une façon de se protéger de leur douleur et de ne pas. Oui. Mais je rejoins tout à fait Chantal qui dit qu'il y a aussi quelque chose de structurant. Et encore une fois, éduquer les enfants, c'est pas les préserver de tout. Il faut aussi pouvoir les armer pour être dans le monde dans lequel ils vont vivre, où ils vont être confrontés, à beaucoup de choses qui sont pas toujours simples, mais autant qu'ils soient armés pour ça. On marque une pause. On va avoir une réaction juste après. Je vous propose qu'on l'accueille ensemble dans quelques minutes. À tout de suite. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Stéphanie, j'ai beaucoup de réactions encore qui me parviennent, mais je vous propose d'accueillir Fabien déjà dans un premier temps. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc vous avez entendu Stéphanie qui s'interrogeait sur si ses enfants devaient être présents aux obsèques de son grand-père ou pas. Et vous aviez un avis sur cette question ?
Oui, moi je voulais un peu partager mon expérience d'enfant, d'anciennement enfant du coup, puisque je suis jeune adulte. Oui, vous avez une voix très jeune. Je peux vous demander votre âge? J'ai 25 ans. D'accord. J'ai 25 ans, ouais. Et donc je trouvais déjà, je trouvais que son témoignage était très touchant parce que je trouve qu'elle est très douce dans son approche et elle a une relation très intéressante avec ses enfants dans le sens où elle communique beaucoup avec eux. Donc je trouvais ça vraiment très bien et moi ça faisait écho du coup à mon expérience puisque quand j'ai perdu ma grand-mère à 14 ans, en fait, mes parents ont raisonné un peu comme ça, en m'impliquant et en me posant des questions sur ce que je voulais faire ou pas. Euh, donc, je trouvais que c'était plutôt une bonne approche qu'elle avait. Effectivement, c'est pas évident aujourd'hui, parce que effectivement, la mort, c'est un peu quelque chose de tabou. Et je pense que effectivement beaucoup de parents, moi quand j'en parle autour de moi, me disent oui, faut les préserver. Je pense qu'en n'en parlant pas, en les excluant, en fait déjà on prive l'enfant parce que c'est un moment quand même important dans la vie d'une famille, la perte d'un proche. Bien sûr. Et quelque part, ça l'exclut. Moi, j'ai ma cousine. Quelques années après, j'ai perdu mon autre grand-mère. Elle a été totalement exclue. Bah, ça a laissé des marques, mais aujourd'hui très importantes dans sa relation à ses parents. Et elle est en colère contre tout le monde parce que je pense que quelque part, eh bien, elle a l'impression de pas être à sa place dans la famille, de pas avoir de place dans la famille parce qu'elle n'a pas été inclue à cet événement-là. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce que disait aussi très justement une auditrice qui disait l'enterrement, c'est aussi un moment de réunion familiale, de chaleur humaine, de choses qui s'échangent, de tendresse, pouvoir être là, dire au revoir. Et pourquoi exclure les enfants de ce moment-là? Oui, et puis c'est des moments en plus qui sont... Moi, je me souviens, enfin, ça a été... À 14 ans, j'ai perdu ma grand-mère. Ça a été, effectivement, ça a été une douleur, mais qu'on a vécu en famille. Et moi, déjà, qui m'a permis de gagner en maturité en tant qu'enfant et de passer, comprendre, oui, la mort, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Et aujourd'hui, en fait, si le fait de ne pas, on dit ne pas dire ou les mettre un peu à l'écart, c'est les protéger. Moi, je pense pas. Je pense que, au contraire, c'est les mettre en danger parce que ça veut dire, c'est des gens qui, après, ça crée des adultes, qui craignent la mort, qui croient, qui Alors, pensent pas que... forcément, hein, pas systématiquement, parce que tout dépend aussi comment on accompagne. Mais en tout cas, on a perdu, on est dans quelque chose de, mais ça sera un problème plus général, mais qui entre en ligne de compte. C'est devenu très aseptisé notre rapport à la mort. Même le corps, vite, on l'éloigne. Il y a quelque chose. Et je pense que ça n'aide pas les gens, contrairement à ce qu'on pense, ça n'aide pas. Je parlais d'un monde des veillées. Le fait, on savait, les gens venaient, on entourait, on savait qu'il y avait un temps de deuil, et même les habits qui portaient le deuil. Enfin, on respectait ce temps-là, on donnait du temps. Maintenant, bon, d'accord, oui, c'est un dur moment à passer, mais allez, ça va maintenant, hein, il faut te reprendre, il faut te ressaisir, on entend des choses comme ça. Non, ça passe pas comme ça. C'est ça. Mais il y a quelque chose aussi, je reçois là beaucoup de messages d'auditeurs et d'auditrices, ça serait intéressant de les entendre parce que qui ont perdu leurs parents. Donc ça c'est encore ça fait partie des souffrances là dans la vie d'un enfant. On le sait, de perdre un parent précocement. Mais il y a quelqu'un qui dit, j'avais 8 ans quand mon papa est décédé. Maintenant, j'ai 19 ans. Ma mère n'a pas voulu que j'assiste aux obsèques. Je le reproche aujourd'hui encore à ma mère, car j'aurais aimé pouvoir dire au revoir, lui dire au revoir. Il y a Kevin qui dit, j'ai assisté aux obsèques de mon grand-père, qui est décédé il y a 9 mois maintenant. J'avais 19 ans. Je me rends sur sa tombe, j'en ai besoin pour faire mon deuil. Il aurait eu 86 ans demain, me dit Kevin. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a Annabelle qui dit une phrase très juste que je vais retrouver parce que ça fait beaucoup réagir votre témoignage, hein, vraiment là, Stéphanie, qui dit que
les enfants ont besoin, il faut matérialiser la mort, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Quelqu'un disait par exemple, même dans les cérémonies, on voit parfois des enfants qui vont allumer les bougies. Enfin, il y a quelque chose, vous disiez par exemple assister à la cérémonie religieuse. Il peut y avoir quelque chose d'un moment de communion, justement. Il y a des chants, il y a des bougies, il y a quelque chose d'un peu solennel. Et pour les enfants, c'est important, tous ces rituels. Presque, il y a quelque chose qui est un peu apaisant, même parfois dans ces ambiances-là, recueillis. Et on voit même des très jeunes enfants, je vois des enfants de 3-4 ans, dont les parents ont peur, qui perturbent un peu, qui s'agitent, qui bougent, et qui sont très attentifs. Ils sentent qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Ça, le rituel de la bougie, c'est quelque chose que j'ai déjà instauré à la maison. Voilà, c'est bien, vous avez bien fait. Parce que j'ai entendu, je crois que c'était ce week-end, il y avait eu un témoignage comme ça, je crois que c'est Sophie qui disait que de mettre ce rituel en place permettait de quelque part faire le deuil parce que la bougie était comme une présence en fait. Oui, et puis ça permet... il y a quelque chose, et les enfants ont besoin de... Enfin, les enfants, même nous, on a besoin de rituels, de choses qui accompagnent, et on les perd de plus en plus, ces rituels d'accompagnement. Oui, et puis après en fait ça permet en fait de matérialiser la chose et puis d'aider justement à faire son deuil et quelque part les rites qui ont un peu disparu aujourd'hui, les veillées, tout ça, c'était là aussi pour ça, pour vivre les choses collectivement, pour les digérer et puis aussi les matérialiser, pour dire voilà, le temps passe, maintenant on peut passer à autre chose et se tourner vers la vie. Et c'est vrai que les enfants, c'est intéressant de le matérialiser, de le voir, et c'est... Je vous remercie beaucoup, Fabien, de votre intervention. Il y a Caroline également qui est avec nous au 3921, mais je vous le dis, Stéphanie, je reçois beaucoup de messages. Oui, j'entends, oui. Isabelle sur Facebook qui dit surtout ne jamais tenir les enfants à l'écart lors du décès d'un proche. Je l'ai vécu à 4 ans, lorsque mon frère est mort accidentellement. J'ai mis plusieurs années à m'en remettre. Il faut pouvoir trouver le courage et les mots pour expliquer qu'on ne le verra plus. Toutes les nuits, je rêvais qu'il revenait et je ne pouvais pas en parler. C'est important, vous voyez, quand on parlait de matérialiser, c'est-à-dire de savoir que aussi, pour que ça ne se transforme pas en angoisse, d'expliquer ce qui se passe. Les enfants peuvent être rassurés par un corps mis en terre ou par une urne, quelque chose qui symbolise la personne disparue. Un autre message de Caroline sur Facebook: un enfant se pose beaucoup de questions sur la mort, assister aux obsèques est très important, ça peut aussi le rassurer. Ma fille a voulu assister à la mise en bière de son grand-père, j'ai accepté sous le regard effaré de mon mari, elle a tout à fait supporté. C'est en fait aux parents aussi d'avoir la bonne attitude. Je précise qu'elle avait 6 ans. Une autre, Stéphanie, sur Facebook, qui dit je n'ai jamais caché la vérité sur la maladie de leur papa. On en parlait avec lui de son vivant. On souhaitait tous les deux ne rien cacher de ce qui se passait ensuite. Mon fils, alors elle ne précise pas son âge, mais il devait être petit, imaginez qu'on stockait les morts dans des tubes avec de l'eau. Elle ajoute: merci la télé. Il a été soulagé de voir son papa allongé, puis dans son cercueil. Ni l'un ni l'autre n'ont fait de cauchemar depuis à ce sujet, alors que les séjours à l'hôpital avaient été très anxiogènes pour eux. Et puis il y a des personnes qui disent il y a de très bons livres aussi où ça peut être repris. Alors il y a les séries Max et Lily, quelqu'un qui traite comme ça de la mort des grands-parents, c'est bien fait. Il y a des livres aussi avec des animaux. Pour votre fille qui a 7 ans, les enfants s'identifient beaucoup aux animaux. Ouais, j'en ai un peu, ouais. Ça, vous voyez, ça peut être important dans la suite aussi de lire une histoire qui permet aussi de reprendre les choses. Puis il y a quelqu'un qui parle d'une association Vivre son deuil, alors qui est à Paris, où ils disent qu'ils accompagnent les enfants. Il y a des groupes de parole aussi pour enfants, pour ceux qui le souhaitent. On a Caroline qui est avec nous au 3921. Caroline, vous êtes là ? Caroline, oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Écoutez, moi je trouve que c'est très important de faire partager ça avec les enfants. C'est vrai que ma fille a assisté au décès de son grand-père. Elle était très proche de lui. Moi, j'étais vraiment fusionnelle avec lui et elle a assisté à son décès. Il est resté à la maison, sur son lit. Chez nous, ça se passe comme ça. On n'est pas dans un funérarium. On reste à la maison. Et elle a voulu aller le voir.
mon mari était complètement effaré, tu vas pas l'emmener. Mais si, elle a voulu aller et moi je me suis dit c'est quelque chose, on peut plus faire marche arrière après. Elle veut aller, donc elle est allée le voir et elle a été tellement étonnée de le voir. Il était malade, donc il souffrait. Et là, elle l'a vu reposer, elle l'a vu apaiser. Et elle m'a fait la réflexion, c'est ça un mort, maman? Et je dis oui, c'est ça un mort. Elle dit on peut faire du bruit maintenant. Et on peut faire du bruit. Je dis non, tu respectes, tu fais pas de bruit. Mais elle a été tellement étonnée, elle paraissait apaisée parce qu'un enfant se pose beaucoup de questions sur les morts. C'est quoi un mort? Ça fait peur. Bien sûr, surtout. En fait, ça fait peur la mort. Alors, ça fait peur, ça nous fait peur, ça fait peur aux enfants. Et puis alors, il y a quelqu'un qui me dit on fait bien Halloween là et on fait peur avec les fantômes, le retour des morts vivants. Toutes les choses qui ne sont pas dites et expliquées, ça peut devenir quelque chose d'assez terrifiant. Des morts qui reviendraient. Ou quand on le dit, même quand on dit des choses en pensant bien faire d'un enfant, tu sais, il est au ciel, il te regarde. Ça peut être un peu angoissant. Parce que l'enfant le prend au pied de la lettre quand il est petit et pense que donc il est en permanence surveillé, ce qui est quand même lourd quand on y pense. Voilà, donc après elle a assisté à la mise en bière, elle a poussé tout le monde pour se mettre devant, elle a rien voulu perdre des obsèques de son grand-père. Et vraiment, mais je pense que si elle l'avait pas fait, elle m'en aurait voulu, elle se serait posé encore plein de questions. Et depuis, on a vécu tellement de décès que, ben voilà, c'est la mort. Elle sait comment ça se passe et je pense que c'est très très important et c'est quelque chose sur lequel on ne peut plus faire marche arrière. Alors, si un enfant est volontaire, surtout ne pas l'empêcher. Surtout ne pas l'empêcher. Et les parents ont un rôle très important. C'est à eux de les rassurer, c'est à eux de leur expliquer, bien sûr. Bien sûr, c'est sûr que si elle voit des parents qui sont complètement... Un enfant est triste quand il voit ses proches tristes. Quand il s'en rassurer quand on le rassure. Voilà, je pense que c'est vraiment un miroir en fait. Donc je crois que c'est important et le rôle des parents est très important et des proches est très important. Mais encore une fois, il faut pas essayer de cacher sa tristesse. C'est-à-dire que c'est normal d'être triste et même de pleurer dans ces moments. Et on peut le dire. Ça veut dire que les émotions, elles peuvent aussi se partager et que les enfants, pourquoi les exclure de ça, de ces émotions-là? Voilà, c'est aussi comme ça qu'on se construit. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Non. Ils auront à le vivre de toute façon. Donc, et je reçois beaucoup de messages. Vous voyez, encore un message par mail de Fabienne qui dit « J'ai perdu mon père lorsque j'avais 11 ans. Je n'ai pas assisté à l'enterrement. J'ai le sentiment de ne pas avoir pu lui dire un dernier au revoir et j'en souffre toujours aujourd'hui à 45 ans. » Sophie dit « Vous savez, à l'âge de vos enfants, il est important de voir la réalité des choses. C'est mieux que de les fantasmer. » Ça permet de voir comment ça se passe, d'être concret. Et souvent, ce qu'on imagine est encore pire. En tout cas, peut créer de l'angoisse, des cauchemars. L'imagination des enfants, c'est tellement... vertigineuse, on va dire. Vertigineuse. Mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que ça peut les rassurer. En leur expliquant bien, en étant triste, parce que c'est vrai que c'est un moment... où en général, on est quand même triste. Bien que chez nous, ce soit une fête de famille après. J'ai vécu plein de décès, mes sœurs, mon beau-frère, enfin bref. Mais c'est important cet après. Ce petit verre qu'on prend, ce moment, ce repas qu'on partage ensemble. Absolument. C'est aussi, ça fait du bien quand on a été tellement dans les derniers moments très pénibles ou de la maladie. Se retrouver et c'est ce moment aussi de retrouvailles chaleureuses. C'est aussi notre humanité là qui s'exprime à ce moment-là. Et on a besoin de partage. Ça fait du bien d'être entouré. Alors, aller à la crémation pour des enfants, ça, ça c'est non. Je pense que c'est. Oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve que c'est un peu violent. Oui, c'est un peu violent. C'est vrai que voilà. Pour des enfants. Mais aller à l'office, mais enfin. Même si elles peuvent le voir, parce qu'elles doivent se poser des questions. C'est quoi un mort? Voilà, si elles peuvent le voir, elles vont voir que c'est quelqu'un qui est apaisé, que leur arrière-grand-père est apaisé, qu'il ne souffre plus. Et puis voilà, enfin, moi ça ne me choque pas. Encore une fois, rien n'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'adapter. Là où on se rejoint, je crois, pour conclure, Stéphanie, c'est que déjà s'adresser à eux, ne pas pouvoir répondre à leurs questions, ne pas anticiper les choses, souvent parce qu'on est soi-même angoissé, donc on veut trop en dire, attendre, de voir. Et souvent, on est surpris par les questions très concrètes des enfants. Et leur réaction. Oui. Et leur réaction, on est surpris aussi.
Bon, en tout cas, les enfants. bon Ils sont courage pour vendredi, c'est ça? Merci, c'est ça, oui. Bon courage, et puis vous verrez bien, parlez-en à votre mari, mais en tout cas, essayez vous y réfléchirez, de voir ce que vous déciderez. D'accord, merci. Bon, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bon courage Stéphanie, et merci beaucoup Caroline Merci, pour votre témoignage. Au revoir, Caroline. Au revoir. Merci. Au revoir. Je vous remercie pour vos messages très nombreux qui nous parviennent par mail, sur Facebook, par SMS. Pardon d'avance à ceux dont je ne vais pas pouvoir lire le message parce que vous êtes vraiment très très nombreux. On a essayé un petit peu de les recouper pendant le disque. Le témoignage de Stéphanie, donc qui a perdu son grand-père et qui se demandait si ses enfants de 10 et 7 ans pouvaient assister aux obsèques, vous fait énormément réagir, et ça montre à quel point on a besoin de parler aussi de ce moment, d'un accompagnement. À travers vos messages, on le voit bien. Brigitte dit: les enfants peuvent aussi angoisser de ne pas avoir assisté à ce dernier adieu à leur grand-père. Les enfants angoissent aussi lorsqu'ils sentent l'angoisse de leurs parents. C'est difficile, mais essayez de rester calme et vos enfants le seront. Bon courage à vous. Guylaine, elle a laissé un message sur Facebook. Sa mère est décédée subitement. Son fils avait 10 ans à l'époque. Il insistait pour la voir à la chambre funéraire. Elle dit: j'hésitais beaucoup, j'avais peur de le traumatiser. J'ai fini par le faire sur les conseils d'une cousine infirmière. Aujourd'hui, mon fils a 31 ans. Il me remercie encore de ça parce qu'il ne voulait pas croire à ce que sa mamie était morte. Cela, plus l'enterrement, lui a permis de concrétiser les choses et de pouvoir faire le deuil de sa grand-mère. On a parlé de crémation. C'est vrai que ça peut être quand même très anxiogène là pour des enfants, pour des adultes aussi, mais Jane précise: lors d'une crémation, les personnes sont invitées à y assister dans une autre salle que celle de la cérémonie proprement dite, ou peuvent attendre dans un petit salon où de la musique est diffusée. Colette, alors elle a un témoignage un peu différent. Colette, elle dit: moi je me rappelle, j'ai été impressionnée de voir mon grand-père exposé, d'ailleurs, dit Colette, dans le salon quand j'étais petite. Colette dit: moi, 6 ans, je trouve que la crémation, c'est pas pour eux. La cérémonie, oui, mais pas plus. Et puis, il y a quelques messages qui disent: c'est important s'ils le souhaitent. Alors, c'est vrai, peut-être le fils de 10 ans, elle est encore petite, mais pourquoi pas les faire un peu participer. Quelqu'un disait: pourquoi ne pas leur faire allumer les cierges à l'église. Le fait qu'ils puissent être actifs, participer à la cérémonie. Quelqu'un dit: j'avais 14 ans à la mort de mon père, j'ai souhaité lire à la messe, c'était ma façon de lui dire adieu. Beaucoup de messages comme ça qui font remonter en vous des souvenirs, et où ce qui ressort, c'est que c'était important pour vous d'être présente, de pouvoir dire au revoir, et beaucoup de messages qui vont dans le sens où ça leur a été caché ou pour les protéger, et que ça a beaucoup compliqué leur deuil et créé de l'angoisse chez eux. Merci pour toutes ces réactions. Encore une fois, on va maintenant changer de sujet, si vous le voulez bien, avec, je crois que c'est Jean-François qui est avec nous au 3921. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci d'avoir pris le temps de me prendre à l'antenne. C'est moi qui vous remercie d'avoir patienté au standard. Et je vous écoute maintenant, c'est à vous. Voilà, alors... ça fait quelques années que je vous écoute, oui. et j'ai hésité très longtemps avant de vous appeler, car je suis quelqu'un de très timide, oui. Et c'est un truc très compliqué. Et c'est pas facile de parler à l'antenne, je comprends que vous ayez hésité. Ça demande beaucoup d'hésiteurs. Ah, mais vous savez, en général, ils sont très bienveillants, les auditeurs qui sont à l'écoute. Donc, vous avez 27 ans, Jean-François, c'est ça? C'est ça, oui. Oui. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai une relation très conflictuelle avec ma maman. Car à l'âge de 18 ans, j'ai annoncé à ma maman mon homosexualité. Oui. Et à partir de ce moment-là, elle l'a pris très mal. Comment? C'est-à-dire, comment elle a réagi? Elle m'a rejeté. Mais en vous demandant de partir de la maison? En me demandant de partir pendant un certain temps. C'est ce que vous avez fait? Vous avez quitté la maison? J'ai dû quitter la maison sans ressources. Ah bon?
car à ce moment-là, j'étais encore à l'école. Vous étiez encore au lycée? Oui, j'étais encore au lycée. Elle savait ça, que vous n'aviez pas de lieu où aller et pas de... Oui, elle le savait. Mais qu'est-ce que vous avez fait alors pendant ce temps-là, quand vous êtes parti pendant quelque temps? J'ai dû j'ai dû être hébergé dans de la famille. D'accord. Oui, heureusement, il y avait quand même des personnes de votre famille qui ont pu vous recueillir. Oui, car ils n'ont absolument pas compris la réaction de ma maman. Car eux savaient aussi mon homosexualité. Ils s'en doutaient, vous voulez dire, ou ils n'ont pas été... Certains en s'en doutaient, d'autres absolument pas. Pendant plusieurs mois, ça a été aucun contact téléphonique, ne serait-ce visuel. Elle ne voulait absolument pas me voir. Et ça a évolué, me dites-vous, puisque finalement... Voilà, ça a évolué parce que depuis quelques années, ça s'est amélioré. Elle a accepté sans qu'on en parle. Parce qu'à chaque fois que j'essaie d'en parler, c'est à chaque fois ça part en dispute. Et maintenant, je évite au maximum d'en parler. Alors, vous êtes revenu vivre chez elle. Je crois que vous vivez chez votre mère aujourd'hui. Voilà, c'est ça, exactement. Je vis chez ma maman parce que pour l'instant, je suis actuellement au RSA. D'accord. Je n'ai pas les moyens financiers nécessaires pour payer un appartement, surtout que je ne travaille pas. Après vos études, vous n'avez pas travaillé depuis combien de temps? Je n'ai pas depuis la sortie de mes études, depuis 2009. Et vous cherchez dans un domaine particulier? Essayez, oui. Jean-François, essayez, parce qu'à l'antenne, c'est compliqué de pas trop... Vous êtes très près de votre téléphone et on entend, ça souffle beaucoup. Vous voyez, si vous pouvez... C'est mieux. C'est-à-dire, voilà, de moins souffler dans le téléphone, parce qu'à l'antenne, on entend beaucoup, vous voyez. Je suis désolé, Caroline. C'est tout, je vous le dis, c'est un peu différent. Mais à l'antenne, vous savez, tous les bruits sont accentués. Donc, je vous remercie. Oui, donc vous avez arrêté après le lycée, après la terminale? Voilà, c'est ça. D'accord. Et alors, vous avez fait une formation particulière ou pas? J'ai fait un CAP cuisine. Dans la cuisine. Alors, on recherche dans ce domaine-là, dans la restauration. Il y a beaucoup qui ne trouvent pas. On a encore vu un reportage là, sur France 2 où ils disaient qu'ils cherchent des cuisiniers, des serveurs, ils ne trouvent pas. Non, en général, je n'ai aucun moyen de transport, car je n'ai pas le permis actuellement. Il faut le passer, votre permis. Il faut le passer d'urgence, là, Jean-François. Sauf que j'ai une peur bleue de la voiture. J'ai peur d'être en voiture. Il y a quelques années, j'ai failli avoir un accident. Et depuis ce jour-là, j'ai peur. Oui, mais alors là, vous vous coincez tout seul. Là. C'est-à-dire que le problème, c'est que... alors, je ne sais pas dans quelle région vous habitez, mais peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez, par d'autres moyens, changer un peu de région ou postuler au moins dans des régions un peu touristiques où on recherche des cuisiniers. Parce que... Ce n'est pas du tout touristique. Après, je suis pas je suis pas non plus très loin des Alpes. Voilà, mais là, il y a la saison quand même. On recherche là des saisonniers ponctuellement. Il y aurait des choses à faire, hein, vraiment. Oui. Mais c'est peut-être pas de ça dont vous voulez parler. C'est pas de ça dont vous voulez parler, la recherche d'emploi. C'est du rapport à votre mère, c'est ça? Voilà. D'accord. Alors on va continuer à se parler, bien sûr, Jean-François. Ce sera après le journal, dans quelques minutes. Donc je vous demande de ne pas raccrocher. Hein. Je vous dis à tout de suite. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1.
sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin et la ligne est ouverte au 39 21. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez, que ce soit par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook de l'émission. Alors Mathieu nous a envoyé un petit mail en disant, suite à l'intervention de Stéphanie, nous parler d'un livre qui pourrait peut-être l'aider. Ce livre s'appelle, je ne le connais pas, et La mort expliquée aux enfants, mais aussi aux adultes, du docteur Jean-Jacques Charbonnier. C'est aux éditions Très Daniel. Mathieu qui souhaite bon courage à Stéphanie. Il y a beaucoup d'ouvrages. Quelqu'un citait les Max et Lily, mais il y a aussi, il faut regarder, se renseigner un peu regarder dans les bibliothèques, dans les librairies, à travers, je disais, quand les enfants sont jeunes, ça passe bien quand c'est des histoires d'animaux, parce que les enfants s'identifient très facilement aux animaux. Donc c'est plus simple. Pour un petit garçon de 10 ans, les Max et Lily, ça peut être très bien fait. Il y en a un qui est consacré effectivement à la mort des grands-parents. Et là, il faut pouvoir s'adapter à l'âge de l'enfant. Allez, on va retrouver tout de suite Jean-François. Vous êtes là ? Oui, je suis toujours là. Bon, merci d'avoir patienté pendant le journal. Alors Jean-François, vous avez 27 ans. Actuellement, vous êtes au RSA et donc vous vivez chez votre mère et vous vouliez un peu me parler de ça, de votre quotidien, voilà, de la relation avec elle. La relation depuis ça s'est apaisé, depuis qu'elle accepte à peu près mon homosexualité, des hauts et beaucoup de bas. Parce que moi aussi, entre-temps, j'ai eu des problèmes de santé, de graves problèmes de santé. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Cette année, j'ai eu un infarctus. Oh là là, oui, vous êtes bien jeune pour avoir eu ça, malheureusement. Enfin, ça peut arriver à des gens jeunes, mais... Alors, Paul, en antenne, m'a dit exactement la même chose que vous. J'ai eu aussi 2 embolies pulmonaires qui font que je peux plus travailler en oui, je comprends. Oui, non, compte tenu de vos antécédents de santé, travailler en cuisine, un rythme, vous êtes en invalidité ? Voilà. D'accord. Et vous êtes bien suivi aujourd'hui, j'imagine. Vous avez un cardiologue, vous avez... Voilà, je suis suivi par un cardiologue tous les ans. Il y a un médecin qui m'a suivi pour mes problèmes de poumons. D'accord. Que je revois aussi régulièrement. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un peu récupéré, vous avez repris des forces, vous vous sentez pas trop fatigué ? Il y a des jours où je me sens très fatigué. Très fatigué. Aujourd'hui, par exemple, j'ai été très fatigué. J'ai le cœur qui s'est un petit peu emballé. Voilà, donc ça vous angoisse. Ça vous angoisse. Oui, alors il faut savoir, il faudrait voir ça peut-être, quitte à revoir peut-être déjà même votre médecin traitant, faire un premier point avec lui, parce que parfois, si on est aussi un peu anxieux, un peu angoissé, le cœur peut s'emballer. Et évidemment, pour vous, c'est tout de suite, vous vous demandez s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là. Donc peut-être ne pas rester, ne pas attendre, quitte à aller voir même votre médecin traitant dans un premier temps, qui lui verra s'il y a lieu de vous orienter ou pas, voyez, mais c'est ce que j'ai pensé faire quand je sens qu'il y a un danger. Je n'hésite pas à appeler mon médecin traitant. Oui, parce que vous avez raison. C'est ma santé la santé est primordiale. Bien sûr. Et votre mère, alors, elle vous a entouré dans ces moments-là ? Elle a été présente pour vous ? Elle m'a très entouré. Parce que ma maman aussi a eu des problèmes de santé assez importants et qui a fait que quand elle a eu ses problèmes de santé, j'ai été là aussi. Même si c'était un moment où c'était encore un peu tendu. Il fallait que je sois là parce que sinon toute seule, je ne sais pas si elle y arriverait. Si elle arriverait à quoi ? J'ai pas compris.
excusez-moi, à surmonter ses problèmes de santé, parce qu'elle sort d'un cancer de l'intestin. On lui a trouvé un cancer de l'intestin il y a quelques mois. Voilà. Elle va être suivie, prise en charge. Elle a été suivie, elle a été prise en charge. Bon. Et elle a aussi besoin de ses enfants. Donc vous avez des frères et sœurs, vous ? J'ai une sœur. Vous avez une sœur, d'accord. Voilà. Donc qui, elle, a quitté la maison. Elle a quitté la maison. Qui est plus âgée ou plus jeune que vous ? Plus âgée. Que moi. D'accord. Vous vous entendez bien avec elle ? Oui, je m'entends très bien avec elle, car à la différence de ma maman, elle a très bien accepté mon homosexualité. Oui, c'est important, là. Vous vous sentez à l'aise avec elle pour en parler, il n'y a pas de jugement. Je peux en parler sans souci avec elle. Et vous ne me parlez pas de votre père ? Vous n'avez plus votre père ? J'ai perdu mon papa il y a déjà quelques années. D'accord. J'ai écouté votre interlocutrice avant. Moi, j'ai pas eu la chance d'assister à l'enterrement de mon papa. Voilà, j'avais 8 ans. Ah oui, vous étiez très jeune. Ouais. J'étais très jeune. Ma maman, à ce moment-là, n'a préféré pas que j'y assiste. Oui. Parce que pour elle, j'étais trop jeune. Voilà. Et c'est pour ça que je ne parle jamais de mon papa. Et oui, c'est ça. Après, souvent, ça crée presque un... Enfin, c'est pas presque, ça crée un non-dit autour. C'est compliqué. Bon, mais votre mère devait être aussi très désemparée à ce moment-là. Comme d'ailleurs, dans sa réaction assez violente, puisque vous avez été mis à la porte quand vous lui aviez dit que vous étiez homosexuel. Oui. Parfois, vous savez, souvent, la première réaction des parents, c'est de se sentir responsable. Ils se remettent en question à cette annonce, comme s'ils avaient le sentiment d'avoir, certains le disent, échoué quelque part, ou ils se sentent coupables, ils se sentent responsables de ça. Et du coup, certains peuvent en arriver à des réactions de rejet, qui, heureusement pour vous, Jean-François, elle a réfléchi, elle vous aime et vous avez pu renouer avec elle. Mais maintenant, j'ai envie de dire, vous sentez bien que c'est un sujet qui reste compliqué et c'est pas avec elle qu'il faut l'aborder. Parce qu'à la limite, ça tourne vinaigre, ça vous stresse, elle aussi, et ça n'amène rien de bon. À la limite, il sera toujours temps, le jour où vous rencontrerez quelqu'un, à ce moment-là, vous pourrez lui présenter, mais parler de l'homosexualité pour parler de votre homosexualité, ça n'avance pas avec elle. Mais je ne sais pas si un jour ça avancera. Le jour où vous rencontrerez quelqu'un, peut-être. Peut-être. Vous avez eu déjà des compagnons, des copains, oui. Je n'ai jamais osé présenter mon compagnon à ma maman. C'est pas indispensable non plus, hein. C'est pas. Voilà. Oui, vous avez le droit d'avoir une vie aussi affective. Fois que je voulais le présenter, des souvenirs du rejet qu'elle m'a eu, que j'ai eu à mes 18 ans, me revenaient. C'est compréhensible, oui. Vous avez peur. Et me faisait beaucoup de mal, au point d'avoir tenté plusieurs fois de me suicider. Ah bon ? Mais dans les années qui ont suivi ou et jusqu'à il y a quelques mois. Vous avez fait une tentative de suicide il y a quelques mois. S'il n'y avait pas eu des personnes, des amis à moi, et qui ont trouvé les mots justes, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Oui, donc ça. À un point vraiment au plus bas. Mais qu'est-ce qui, à ce moment-là, quand vous étiez au plus bas, c'est-à-dire qu'est-ce qui était insupportable pour vous ? Les insultes, les menaces. Mais de la part de votre mère ? De la part de ma maman. C'est-à-dire que elle peut réagir comme ça, par des insultes elle peut réagir violemment. Oh oui, d'accord. Oui, encore aujourd'hui, ça ne sait pas du tout. C'est pas qu'elle ne veut pas en parler, c'est qu'elle se met dans une colère noire. Et puis elle veut rien écouter. À chaque fois que j'essaie d'en parler, elle se braque.
Oui, donc il faut vous protéger. Et vous protéger, vous pouvez en parler avec votre sœur, avec vos amis. Vous avez des amis, dites-vous, qui eux ont vu que vous alliez très mal. Oui. Et qui vous ont entouré. C'est un peu grâce à eux que jusqu'à aujourd'hui je m'en sors. Parce que il y a des moments c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Oui, ça je suis obligée de revenir parce que j'ai eu de graves problèmes de santé, comme je vous disais quelques minutes auparavant. Oui. Je n'avais à ce moment-là aucun endroit où aller, à part retourner chez moi, à part retourner chez ma maman. Et vous n'avez pas vu auprès peut-être des services sociaux, voire faire une demande de logement social, pouvoir peut-être être un peu chez vous, mais plus au calme, parce que c'est finalement très anxiogène pour vous les réactions de votre mère sur ce sujet-là, en tout cas. Et puis ça aggrave déjà les soucis de santé. C'est ça, c'est-à-dire que compte tenu de vos problèmes de santé, le stress est un facteur aggravant. Mais est-ce que vous, par rapport quand même à ces tentatives de suicide dont vous me parlez, est-ce que il y a eu un suivi psychologique qui vous a été proposé? Oui, il y a eu un suivi psychologique. D'accord. Il y a un suivi psychologique qui devrait se faire dans les prochaines semaines. C'est bien, vous avez donc fait la démarche, vous, pour à nouveau voir... avec pas mon médecin, ça devrait se mettre en place avec mon médecin traitant. Oui. Car c'est le médecin qui m'avait suivi pour mes problèmes d'embolie pulmonaire. D'accord. Oui, donc vous êtes très proche, vous êtes en confiance avec ce médecin. Oui, je suis en confiance. Un monsieur qui a su m'écouter, qui a su vous rassurer. Me rassurer. Oui. Et puis maintenant, je pense que j'en ai besoin. J'ai déjà eu des suivis plusieurs fois auparavant. J'ai arrêté parce que je pensais que ça allait mieux. Et quand ça commence à aller mieux, ça recommence. Alors, à chaque fois que ça s'arrête, je retombe. Oui, mais peut-être parce que vous arrêtez trop tôt. C'est-à-dire que beaucoup de personnes font comme vous savez, Jean-François, quand on commence à se sentir mieux, on se dit, bon, j'ai moins de raisons d'aller chez le psy, pourquoi continuer? Et arrête. Et c'est là où parfois on peut replonger. Donc c'est vrai que ça demande un travail un peu plus en continu pour consolider les choses. Mais vous le saurez maintenant, c'est-à-dire de pas... Tant mieux, si c'est bon signe, quand vous êtes suivi, vous vous sentez mieux. Mais de quand même prolonger, poursuivre, jusqu'à peut-être essayer de trouver une forme d'autonomie. Ça serait peut-être important aussi pour vous. Et là, vous avez rendez-vous dans les prochaines semaines avec un psy? Non, je dois avoir mon médecin traitant dans les prochains jours pour qu'on mette ça en place. Et ça devrait se faire dans les prochaines semaines. D'accord. Parce que vous ne souhaitez pas reprendre avec la personne qui vous avait suivi jusqu'à présent? Non. Non, vous voulez changer. D'accord. Je veux changer. Bon. Parce que cette personne est partie à la retraite. Ah ben oui, alors évidemment. Voilà. Oui, évidemment, vous n'avez pas le choix là. Oui, il faut trouver quelqu'un d'autre, mais vous allez trouver. Une dame, j'avais confiance en elle. Oui. Elle m'a suivi pendant plusieurs années. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, elle est à la retraite. Je suis obligé de choisir quelqu'un d'autre. Ben peut-être. J'aurais autant confiance à cette nouvelle personne qu'à la personne précédente. Je sais pas. Vous verrez bien, mais vous avez su faire confiance déjà à cette personne. Donc vous savez aussi, vous pourrez être à l'écoute de ce qui se passe. C'est-à-dire que parfois il faut un peu de temps pour que la confiance s'installe. Puis parfois on sent que non, le courant ne passe pas. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à changer. Mais s'il faut, je changerai. Oui, vous verrez. Je ne donne pas la confiance comme ça. Oui, ça se comprend.
Ça se comprend. Mais dites-moi, vos amis, alors ils sont, parce qu'ils comptent beaucoup pour vous et apparemment ils vous aiment beaucoup, ils sont très présents. Donc vous sortez un peu avec eux, vous allez un peu. Oui, ça m'arrive de sortir avec eux régulièrement. D'accord. C'est des amis que je connais depuis l'école, pour certains. Oui. Des amis d'enfance. Amis d'enfance. Une colocation serait pas envisageable avec certains d'entre eux? Ça a été fait. Oui. Mais ça posait des tensions assez importantes. Ah bon? On a préféré arrêter. Si ça, oui. Pour pas gâcher notre amitié. Oui, vous avez bien fait. Ce serait dommage. Oui, parce que parfois on peut très bien s'entendre quand on se voit comme ça ponctuellement, mais vivre ensemble, c'est une autre paire de manches, hein. Exactement. Bon. Et on a préféré arrêter par précaution. On ne peut pas gâcher une amitié pour une colocation. Bien sûr, bien sûr. Bon, mais là, c'est important que vous ayez ce projet d'entreprendre à nouveau, enfin, d'être suivi sur le plan psychologique, parce que compte tenu du contexte dans lequel vous évoluez, de votre mère qui est très braquée sur cette question-là, même si elle vous aime au fond, mais il y a quelque chose qui pour elle est insupportable, comme si elle ne peut pas l'exprimer autrement que par une colère qui évidemment vous fait très mal. Elle se rend pas compte certainement qu'elle vous fait aussi mal. C'est comme si elle se sentait remise en question par votre homosexualité, alors qu'évidemment il s'agit pas du tout de ça, mais bon. Elle a commencé déjà après le décès de mon papa. Oui. Elle est tombée dans l'alcool. Ah oui. D'accord. Elle s'en est toujours pas sortie. Oui, elle d'accord. Elle peut pas s'en sortir. Oui, donc elle va pas bien. Elle va pas bien. Elle va pas bien. Elle va pas bien. Oui, ce qui explique aussi ses accès de violence. Voilà. Certainement. Elle a eu de gros excès de violence par le passé. Il y a quelques années, des gros excès de violence. C'est aussi pour ça que ma sœur est partie à l'âge de 18 ans. Oui, c'est pour ça qu'elle est très proche de vous aussi. Elle doit se faire du souci pour vous. Oui. Et j'ai appris aussi que après le décès de mon papa, ma famille voulait m'adopter, moi et ma sœur. Ma sœur était encore un tout petit peu plus âgée que moi, mais elle n'était pas majeure. Oui, parce qu'ils se sont rendus compte que votre maman allait très mal. Voilà. Elle était très mal et elle est très mal aujourd'hui. Elle aurait eu besoin d'accompagnement et encore aujourd'hui, mais bon, malheureusement, elle n'a pas de demande, elle, contrairement à vous. Elle ne demande pas. Oui. Elle n'a pas confiance en personne. Elle ne veut pas. C'est pour ça qu'il faut vous prendre soin de vous, c'est-à-dire que vous pouvez pas porter et sa souffrance et la vôtre. Et c'est important que vous ayez un endroit où pour être un peu épaulé. Vous avez vos amis, et c'est très précieux. Et puis vous pouvez faire une rencontre aussi amoureuse et ça serait bien sûr pour vous. Et puis votre mère, elle va trop mal pour pouvoir entendre quoi que ce soit. Oui, à la limite, ça ne sert à rien d'aborder le sujet avec elle. Je peux plus aborder le sujet. Oui, il vaut mieux pas d'ailleurs parce que c'est vous faire du mal. Enfin, vous recevez beaucoup de violence en retour. Violence verbale, il y a des moments de la violence physique. Oui. Non, c'est insupportable. J'ai 27 ans, c'est plus possible. Non, c'est plus possible. Je suis d'accord avec vous, Jean-François. C'est pour ça aussi voir, vous verrez, mais du côté un peu des services sociaux, voir si vous ne pourriez pas bénéficier d'un logement social, pouvoir un peu vous éloigner d'elle. Physiquement, j'entends, hein. Je dis pas, mais physiquement, pour vous protéger. Oui, pour me protéger moi et surtout ma santé est très fragile. J'ai le cœur fragile. Oui, et cet environnement n'est préjudiciable. Heureusement, j'entends que vous avez de la famille qui vous aime beaucoup puisqu'ils étaient prêts à vous adopter, vous et votre sœur. Vous ne pourriez pas, ponctuellement, j'entends, mais peut-être pendant quelque temps, aller vivre un peu chez eux. Ils sont âgés. Ils sont âgés maintenant. Mal, oui. D'accord. Voilà.
Il y a eu cette possibilité, mais moi j'ai refusé. Je veux pas après. D'accord, il vous l'avait proposé. Oui, je comprends. Et du côté des services sociaux, vous avez vu un peu, vous avez fait, s'il n'y avait pas des possibilités? Les services sociaux, ça m'est pas venu du tout à l'esprit. Ben, vous pourriez peut-être un peu parler, compte tenu des problèmes de santé que vous avez, de l'état de votre mère et de la violence liée à ces problèmes d'alcool, quand même, vous pourriez expliquer un peu tout ça et dire que vous aimeriez pouvoir bénéficier d'un logement social, voyez, adapté évidemment à vos revenus, mais ça vaudrait le coup de faire une démarche. Pour être dans un environnement déjà plus calme, et certainement que vos rapports avec votre mère aussi s'en porteraient mieux, parce que vous n'auriez pas à cohabiter au quotidien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc peut-être essayer de voir de ce côté-là quand même. Vous n'êtes pas, par rapport à votre invalidité, vous n'êtes pas en lien avec la MDPH. C'est pas elle qui s'occupe de... Ça reste... Non, c'est au niveau de la Sécu. Voilà, D'accord. Je peux en faire la demande parce que je peux être... J'ai fait un stage dans une association pour personnes handicapées et j'ai été reconnue par eux comme personne qui ne peut pas travailler en milieu ordinaire. Bon, alors peut-être que vous pourriez voir auprès de la MDPH aussi, voir des aides auxquelles vous pourriez bénéficier. Il y a Vera d'ailleurs qui parle d'un organisme, le SAMSA, S-A-M-S-A-H, qui s'occupe de trouver des appartements thérapeutiques. Alors, c'est pour les personnes reconnues avec un handicap, mais permettre de les autonomiser accompagnées d'une équipe de soignants. Alors, c'est peut-être certaines formes de handicap. Vous, c'est encore particulier parce que c'est lié à la maladie, à de gros problèmes de santé. Mais rien ne vous empêche d'aller voir déjà du côté des services sociaux, du côté de la MDPH, pour un peu voir ce qu'il est possible. Ça serait bien que vous ayez un peu un logement à vous, enfin de prendre un peu d'autonomie par rapport à votre mère. Et puis bien sûr, cet accompagnement psychologique, parce qu'il est important que vous soyez soutenu sur ce plan-là, par rapport à ce que vous avez traversé. J'en ai vraiment besoin. Oui. Vous avez vécu des choses très difficiles. Là. Oui. C'est très dur aujourd'hui. Et en tout cas, qui ont pu vous conduire malheureusement à avoir des actes d'autodestruction, à vouloir mettre fin à vos jours. Donc il est vraiment important. Oui. J'ai touché à la drogue pendant un certain temps. Donc c'est un peu dur. C'est pour ça qu'il est vraiment important que vous soyez entouré et accompagné là, hein, vraiment, qu'il y ait tout un travail de prévention autour de vous. Je vous souhaite bon courage, Jean-François. Je vous remercie, Caroline. Bon courage et vous pourrez nous donner de vos nouvelles dans quelque temps, si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème, je donnerai de mes nouvelles. Bonne soirée. De oui. vous parler. Je sais, vous avez hésité, mais maintenant vous n'hésiterez plus, j'espère. Vous savez comment ça se passe. Je ne plus au jour d'aujourd'hui parce que vous êtes très sympathique. Bon, alors on vous dit peut-être... Continuez comme ça, je vous adore. Merci Jean-François, on vous embrasse. Hein. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas si Jean-François a rebranché sa radio, mais en tout cas, vous avez un message de Coco qui a été profondément touchée par votre histoire, qui vous trouve très courageux parce qu'elle dit ça fait beaucoup à supporter, qui vous adresse toutes ses pensées les plus chaleureuses. Bonsoir Virginie. Allô ? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir Virginie. Oui. Vous êtes à l'antenne, vous avez l'air un peu surprise de vous retrouver là. À minuit 35. Merci. C'est très tard de m'écouter. Je parle avec un accent. Oui, mais c'est pas grave. C'est joli. Je parle très bien français. Ne vous inquiétez pas. Ah, mais je m'inquiète pas du tout. Moi, j'aime beaucoup les accents, vous savez. Un accent qui vient d'où d'ailleurs? Un peu slave, un peu. Non, c'est scandinave. Scandinave, d'accord. Ok. Et j'étais très touchée par ce garçon. Jean-François. Et j'ai oublié mes problèmes. Ah oui, à l'écouter. Mon fils, il est homosexuel. Oui. Et ça ne me faisait aucun problème. Oui. C'est ça le truc. Je ne comprends pas. Comment une mère, elle ne peut pas comprendre qu'un garçon,
il est né avec ça. Mon fils, Antoine, il est homosexuel. Il vit bien sa vie. Et je m'en fiche ce qu'il fait, avec qui il vit, je sais avec qui il vit. Il fait un couple. Mes meilleurs amis ici à Paris, Patrice et Marius. Ne donnez pas trop de prénoms si c'est possible. Je dis ça pour vous, Virginie, parce que on respecte un certain anonymat dans l'émission quand on parle d'autres personnes. Voyez, c'est comme l'émission est rediffusée en podcast. Personne connaît personne. Bah, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vous, qui vous entende. Un couple ici à Paris, et un médecin et un journaliste avec le chien magnifique. Et il vit bien, très bien. Et ils sont mais heureux. bien sûr, mais heureusement, mais malheureusement, on sait que sans être forcément rétrograde, on a des parents qui réagissent comme ça, parce que dans un premier temps, j'essaie de le dire à Jean-François. Il y a un problème que j'ai savais que mon fils, il est comme ça, dès de son naissance. Et il prenait mes imperméables, il prenait mes robes, il prenait mes perruques. Et parce que je suis un tout petit peu de milieu, un tout petit peu de théâtre, bon, on ne parle plus, ok, et etc. Et, Virginie, ce que je vous propose, parce que finalement, vous étiez tellement à l'écoute de Jean-François, vous avez été touchée par son témoignage poignant, que vous en avez oublié presque pourquoi vous m'appelez, mais moi, j'ai votre petite fiche sous les yeux et je vois que vous m'appeliez pour me parler de votre couple, parce que vous avez un homme dans votre vie depuis 8 mois. Je ne sais pas, parce que maintenant c'est portable, ils sont tellement compliqués que je ne sais pas comment le mettre, que vous m'attendez bien. Vous m'attendez bien maintenant? Oui, je vous entends bien, il n'y a aucun souci. Oui. Ok. Oui. Alors donc vous avez un nouvel homme dans votre vie depuis 8 mois? Oui. Vous m'entendez, vous, Virginie, ou pas? Parce que moi, je vous entends bien, mais j'ai l'impression que vous m'entendez pas bien. C'est pas grave, je vous attends un tout petit peu, mais j'attends. Ah ben non, si vous m'entendez un tout petit peu, on va pas pouvoir échanger. On va vous mettre le retour du son. C'est bon. Et alors donc, vous avez rencontré un homme depuis 8 mois, c'est ça, qui est dans votre vie? Oui. Et il a eu un métier de, je ne veux pas dire tout de suite comme ça. Mais vous n'êtes pas obligée, Virginie, si vous ne voulez pas être trop reconnue, vous n'êtes pas du tout obligée de me parler de votre métier. Vous pouvez simplement rester sur votre relation de couple. Manuel, mais artistique. Voilà. C'est lié avec les fleurs. Mais n'en dites pas trop si vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas obligé de parler du métier de ce monsieur, à moins que ça ait un impact dans votre relation. Il dort, ne vous inquiétez pas. Et je n'écouterai jamais cette émission. Alors, qu'est-ce qui se passe avec lui, Virginie? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Je vois qu'il est un peu colérique, c'est ça? Mais uniquement le soir? Il est le matin. Chaque matin, il est en pleine forme. Chaque jour. Toute la journée, il est parfait. Idéal. Moi, je vis comme une reine. Je peux vous dire, écoutez, je suis au premier étage, dans mon palace, là, dans une belle maison, etc. C'est pas le truc, ça. C'est pas le plus important, ça. Je m'en fiche parce que je suis minimaliste et je suis bouddhiste et je m'en fiche de tout ça. Mais chaque soir, il pique les crises. Chaque soir. Alors, c'est-à-dire quand il rentre de son travail, donc il rentre, quel genre de crise il pique? Et par exemple, hier soir, quand Jean Rochefort était mort, je ne suis pas fumeuse, moi.
Oui. Et je lui dis, écoute, tu peux me rouler le truc parce que je ne sais pas le rouler. Il m'a piqué la crise. Il m'a crié, ta gueule, connasse, pétasse, t'as tout. Et ça lui arrive souvent, ça, de devenir comme ça, très grossier Chaque soir. Tous les soirs. Oui. Et il est alcoolisé quand il rentre? Non. Pourquoi il se transforme? C'est pas Dr Jekyll et Mr Hyde? Vous dites le matin c'est extraordinaire et le soir il vous insulte. Il s'est passé quand même quelque chose entre-temps. Là, je comprends pas. Oui, c'est pour ça. Il a dû se passer quelque chose entre-temps quand même. Parce que moi, j'ai étudié, j'ai regardé sur Internet, bipolarité, tout. Non, ça se manifeste pas comme ça, la bipolarité. Je comprends que vous posiez la question, mais c'est pas aussi massif où la personne, le matin, elle est très bien et le soir, elle devient très agressive. C'est plus c'est des périodes plus longues. Hein. Donc non, on peut se demander, la question, une des hypothèses, c'est qu'est-ce qu'il consomme pendant la journée? Ou alors, il est extrêmement stressé par son travail et il rentre et il déverse toute son agressivité sur vous. Mais enfin, le matin, quand il est calme, puisque le matin, vous me dites, c'est presque l'homme idéal, c'est là où il faudrait lui demander, dire, est-ce que tu te souviens d'hier soir, de la façon dont ça s'est passé? Il ne travaille pas. On est à la maison. On s'occupe de nos animaux, tortues, chats, chiens, et tout. Et tout va bien. Mais, quand même, le soir, il me fait des crises. Et je ne sais pas pourquoi. Oui, mais alors, toute la journée, vous êtes avec lui? Et maintenant, dernièrement, oui. Parce que moi, j'étais en vacances, lui aussi, et on doit s'occuper de la maison. Et chaque soir. Oui, mais j'essaie de comprendre. J'ai compris, hein. J'ai bien compris que le soir, il se transforme et il devient insultant. Enfin, vous avez quand même peut-être une petite idée, vous, de la question. Parce qu'encore une fois, on peut pas passer comme ça. Pas les questions. Et je pense à quoi vous pensez. Je vous non, dire je vous demande à vous. Honte. Oui. C'est pas les questions de sexualité. Ah, mais je pensais pas à ça. Mais c'est intéressant que vous me parliez de ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas pourquoi vous me parlez de. Qu'est-ce qu'il y a? Quel rapport avec la sexualité pensez-vous que ça pourrait avoir son comportement? De la frustration? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Ou qu'est-ce qui ne se passe pas ou plus? Je ne sais pas, madame. Je ne sais pas. Non, mais vous me parlez de sexualité, c'est-à-dire est-ce que y a quelque chose qui pourrait expliquer son comportement agressif? Est-ce qu'il vous en veut? Sexualité normale et bon pour les gens de notre âge. Moi, j'ai 53, lui 58. Et tout est normal, doux, et on est toutes les deux contents, etc. Mais le soir, après les infos, est-ce que ça peut être ma question, voilà, parce que votre collègue elle pose les questions, c'est quoi les questions? Est-ce que ça peut être les questions des... Je vous écoute. Dites-moi. Qu'on n'est pas le même intellect. Non. Je vois pas pourquoi. Enfin, en tout cas, alors, s'ils se sont complexés, je vous dis non. Si c'est un... Lui, il se couche tout de suite. Rien ne l'intéresse. Il dit, toi, tu regardes ton Jean Rochefort, tous les films, tout. Tu es cinéphile, tu es intellectuel, tu es tout comme ça. Et je dis, non. J'ai dit, non. J'ai juste vous partagé avec toi. Il me dit, non. Je vais dormir.
Alors, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, mais ça pourrait se passer une fois si c'était le cas. C'est-à-dire dire, moi, ça ne m'intéresse pas de regarder la télévision, je vais dormir. Mais de là à vous insulter, et puis vous me dites que c'est tous les soirs. Alors, est-ce que finalement, il aimerait que vous le rejoigniez lorsqu'il va dormir, plutôt que de regarder la télévision Je sais pas, peut-être. Ah non, et j'arrête toutes les télés, parce qu'on a une grande maison et on a 5 télés. J'ai tout à temps, je vais Vous avez vers 5 lui. télés. Ah oui, vous êtes accro à la télé. Écoutez, bon, ça peut arriver, mais et j'arrête tout. Je vais vers lui, j'ai dit, écoute, et je vais dormir à côté de toi. Il me dit, tu me gênes. Bon. Écoutez, moi, j'ai pas d'éléments comme ça de réponse. C'est trop sibyllin, là, ce que vous me dites. Vous avez en revanche quelques éléments quand vous parlez quand même de votre relation intime. Peut-être qu'il y a de la frustration. Vous dites à travers vos différences que lui pourrait se sentir complexé, qu'il vous le ferait payer comme ça. Donc, c'est pas aussi carré que vous l'exposiez au départ. C'est-à-dire le matin, tout va bien, c'est formidable, on est dans le monde enchanté de Walt Disney, et le soir, tout d'un coup, il se transforme en un homme qui vous agresse, qui vous insulte. Vous voyez, c'est plus complexe que ça, et il y a des raisons, me dites-vous, à votre relation qui pose problème. C'est Bon. quoi ces raisons? Je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais déjà, en premier lieu, en parlant avec lui quand il est calme, en disant, écoute, déjà, parce que quand il vous insulte, ça ne va pas du tout. Et le matin, j'imagine que vous levez pas comme si rien ne s'était passé. Et... Il m'amène mon café dans mon boudoir. Oui, mais c'est bien gentil que vous soyez dans votre boudoir, ma chère Virginie. Mais enfin, le problème, c'est si la veille il vous insulte. Bon, quand il vient vous amener le café, vous pouvez lui dire, tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir? Je ne le bois pas. Et amer, je n'ai pas envie. Vous lui dites, écoute, j'ai pas envie, j'ai pas le moral parce que je suis encore fâchée et blessée des propos que tu as tenus à mon égard vis-à-vis de moi. Et vous d'accord, vous en parlez avec lui. Mais écoutez-moi, moi, Caroline, je ne peux pas lui dire que je n'ai pas de morale. Et je me passe son café. Je ne veux pas le blesser. Et parce que je suis comme une soumise. Vous comprenez? C'est pas l'image que vous me donniez au départ, mais en tout cas, à ce moment-là, si vous n'arrivez pas à en parler avec lui et que la relation est plus compliquée qu'elle n'en a l'air, à ce moment-là, si vous êtes mal, vous essayez d'aller trouver quelqu'un pour parler, un thérapeute de couple, et essayez de voir qu'est-ce qui fait que vous êtes soumise à cet homme et que vous n'arrivez pas à réagir, parce que là, vous pourrez trouver des pistes et peut-être trouver un moyen de vous affirmer par rapport à lui. Bon courage, Virginie. La libre antenne sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis contente de vous entendre. C'est gentil, moi aussi, voilà, de terminer l'émission avec vous. Vous vouliez rebondir. Je voulais faire un témoignage parce qu'on avait parlé du harcèlement au travail, et moi je l'ai subi il y a quelques années, très important d'ailleurs. Voilà, j'ai commencé à travailler très très tard. Et puis, j'ai travaillé un petit peu dans l'immobilier, et de là, j'ai trouvé un autre travail dans la grande distribution en tant que responsable de caisse. Oui. J'avais 34 filles sous mes ordres. Voilà, c'est beaucoup. Hein. Oui, des personnes. Et je n'avais jamais travaillé. Donc, je faisais beaucoup de comptabilité, chose que je n'avais jamais faite. La grande distribution, pardonnez-moi, je vous interromps, mais suite au témoignage de Laurence, donc la première auditrice, beaucoup d'auditeurs ont réagi en disant que la grande distribution, c'était vraiment très dur. Et il me semblait que ça s'était un peu amélioré, parce que quand je vais dans la grande distribution pour acheter, je vois un peu les caissières. J'ai l'impression que c'est mieux que dans le temps, parce que
Moi, je vous dis, j'ai commencé à travailler à 45 ans. Ça a été très, très, très dur. Et surtout, comme je vous ai dit, j'ai eu une place quand même de cadre. Oui. Bon, alors, j'ai travaillé 5 ans dans la grande distribution. Donc vous aviez 34 hôtesses de caisse, on disait caissières à l'époque. Bon. Oui, on disait des caissières Là. à l'époque, voilà, c'est ça. Des filles sensationnelles qui travaillaient énormément. Aujourd'hui, ce sont des codes barres. Elles, il fallait qu'elles apprennent les codes, les chiffres. Oui. Et elle en avait jusqu'à 200 et 300. C'est vrai, on n'y pense pas. Elle devait mémoriser les... Ah ben certainement. Et pas d'erreur en caisse, pas un centime. Il fallait pas une erreur d'un centime. Un centime. Ah oui. Interdiction de parler entre elles. Interdiction de manger du chewing-gum. J'étais en caisse centrale et j'étais derrière, je surveillais tout le monde. Interdiction de me tutoyer. Même les autres cadres avaient interdiction de me tutoyer, étant donné que je brassais beaucoup d'argent. On aurait pu me demander et moi me laisser faire. C'est les consignes qui vous avaient été données dès le départ. Dès le départ. Et que vous deviez appliquer, mais finalement pas, Voilà. pas avec gaieté de cœur, on entend bien. Un PDG qui était excessivement gentil, mais très... je ne peux pas vous définir ce que c'était comme homme. Et j'avais 3 directeurs en plus. Donc j'ai travaillé 5 ans comme ça avec eux. Et puis, parmi les directeurs, il y en avait un qui était sensationnel, qui faisait tout pour m'aider. Enfin bon, très gentil. Puis un jour, eh bien, il est parti... en dépression, chose qui n'est pas vraie, parce que c'était une rage de dents qu'il avait. Enfin, il est parti en maladie, et puis on se téléphonait. Et puis un jour, le PDG a su qu'on se téléphonait, il me dit « J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous vous racontez ». Ah ben, je lui dis « Non, là c'est hors du travail, je le regrette, mais je ne peux rien vous dire ». Donc à partir de ce moment-là, il a vu que je n'étais plus vraiment sous sa coupe. Et puis, quelque temps après, j'avais un petit jeune homme, un petit caissier qui était à l'accueil et qui vendait des stylos, des montres. Donc, il y avait quand même de la clientèle qui allait vers lui. Et il n'était pas beau, mais tellement sympathique. Il était marié, il avait 2 enfants. Et un jour, le PDG me dit, écoutez, je ne supporte pas, il faut absolument qu'il s'en aille. Alors, bon, il a insisté. Puis un jour, il a fini par me dire, il faudrait lui prendre de l'argent dans sa caisse. Voilà. Mais je vous dis ça parce que je vais vous dire autre chose après. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il lui reprochait à ce garçon? Vous dites qu'il était très aimable, très sympathique. Qu'est-ce qu'il lui reprochait? Très gentil, mais il avait des dents en avant. Il n'était pas beau, mais il était tellement sympathique. Et puis moi, j'aimais toutes mes caissières et puis mes caissières. Mais c'est incroyable. Et vous pensez que c'était vraiment la raison, quoi? Ah oui, pour le faire partir. Puisqu'il ne voulait pas lui donner d'indemnité. Et le pauvre garçon, il avait ce travail, il avait une femme, il avait des enfants, il était content. Et donc... j'ai refusé. Et à partir de ce moment-là, ça n'a plus été entre nous. Et... Évidemment, il n'y avait pas de témoin dans ce qu'il vous a demandé de prendre de l'argent. Non, mais par contre, je vais vous dire après que j'en ai parlé à un autre directeur qui a été obligé de partir. Oui. Et quand j'ai vu, parce que évidemment j'avais quand même des relations, j'avais changé de département, mais j'avais des relations avec des personnes là, dans ce centre. Et on m'a dit, vous savez, monsieur Intel est parti. Ah, je dis, ah bon, et pourquoi? Il a été obligé de partir, ça a été très mal avec la direction, enfin bon. Alors, à ce moment-là, j'étais quand même assez maligne, je lui ai écrit. Et je lui ai dit, écoutez, vous savez que... Alors moi, j'ai mis mon patron prud'homme. De là, j'ai gagné. Il m'a mis en cour d'appel, j'ai gagné. Il a voulu me mettre en cassation. Mais ça a duré 7 ans. Ah, oui, c'est David contre Goliath, là. Parce que vraiment, cour d'appel, cassation. Et vous teniez bon? Comment étiez-vous entouré? Oui. Eh bien, lui, je peux vous dire les villes? Les villes, oui, on ne peut pas citer les enseignes. C'était à Carcassonne. D'accord. Et quand ça a vraiment, vraiment commencé à aller mal, mon mari a pris sa retraite. Oui. Et il m'a dit, écoute, je te vois jamais. Oui. Tu pars le matin à 6h, tu rentres à 22h. 6 jours sur 7. Il dit, moi, je m'en vais. Si tu veux me rejoindre, tu me rejoins à la maison. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été très mal donc avec la direction. Je suis restée 6 mois de plus, et alors là, ça a été la torture. Ils m'ont dégradée, ils m'ont mise au coffre, ils ont mis une caissière à ma place, je n'ai rien dit, et pour que je puisse partir, ils m'ont fait refaire les horaires de mes filles pendant 6 mois, toutes les semaines.
Ah oui, d'accord. Et vous, oui, c'est ça. Ils ont tout fait pour vous pousser, pour vous faire craquer, pour. Et oui, mais ils se sont trompés. Oui, ils sont tombés oui. sur un os là avec vous. Et heureusement, vous avez tenu le coup. Exactement. Ce que j'ai fait, j'ai été voir l'inspection du travail, j'ai expliqué mon cas et j'ai été voir la médecine du travail. Oui. La médecine du travail m'a dit, madame, vous allez vous mettre en maladie. Votre mari est parti, il est parti dans un autre département, c'est-à-dire la Charente. Oui. Il m'a dit, vous pouvez aller le voir quand vous voulez, on ne vous posera pas la question. Oui, d'accord. Ouais, voilà. Bien. L'inspection du travail, pareil. Et donc, j'avais le droit de rejoindre mon mari, puisque mon mari avait quitté le département. Donc, j'avais droit au chômage. Mais je ne voulais pas partir. Donc, un jour, j'en pouvais plus, puisque je travaillais 72 heures par semaine, et je passais mes nuits à refaire les horaires. C'est un bon lapsus. Oui, pardon. C'était l'horreur, bref, oui. Oh, c'était bien les horreurs. Ah, bah oui. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai appelé la CEDIC, que je dépendais de La Rochelle, en tant que charentaise. J'ai appelé la CEDIC de La Rochelle et j'ai dit, voilà ce qui se passe. J'ai le droit de rejoindre mon mari, donc j'ai le droit au chômage. Pourquoi allez-vous me payer mon chômage alors que je ne veux pas partir et que mon patron me pousse à partir? Ils m'ont dit, madame, vous faites bien de nous le dire. Je vais vous faire une lettre pour vous dire que vous pouvez partir. Malheureusement, il est parti en congé, il m'a fait la lettre un mois après, donc ça a été très long. Et j'ai dit, moi, il faut demander au tribunal, justement, leur expliquer ce qui se passe. Je vais vous demander de resserrer, parce qu'il est déjà minuit 58:30 et on termine dans une minute. Et donc, je me dépêche, la CEDIC a fait ce qu'il fallait faire, et j'ai été indemnisée pendant 2 ans et demi, et mon patron a tout payé. Tout mon chômage. Chapeau. Ouais. Voilà. Mais alors c'est là où il a fait après appel, cour d'appel, cassation, oui, parce qu'ils ont une équipe de juristes évidemment incroyable, mais vous, il fallait suivre, il faut avoir les reins solides pour suivre derrière. Eh bien, mon mari me disait, tu vas me faire vendre la maison. J'ai dit, écoute, j'ai droit à la moitié de la maison, et bien tant pis. Oui, vous n'avez pas lâché, mais heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui ne lâchent rien. Pourtant, c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Exactement. Et je ne pensais pas gagner, mais j'ai dit, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup d'avoir appelé, et déjà pour l'énergie, la détermination dont vous avez fait preuve, ma chère Anne-Marie, parce que ça veut dire que parfois on se croit comme ça tout petit, et qu'en fait, en étant bien entouré, on peut faire face et lutter. Et lui, c'était un personnage très important. J'en doute pas. Mais je vous remercie beaucoup. Alors, il y a Mimi qui prêche pour sa paroisse, mais il a bien raison. Il est boulanger, notre Mimi, et il dit « La grande distribution n'a pas d'état d'âme pour ses salariés. Revenons aux vraies valeurs du petit artisan où le côté humain est plus présent. » Je vous embrasse, Anne-Marie. Merci beaucoup pour ce témoignage et bravo d'avoir eu le courage de le faire. Tous les soirs. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Anne-Marie. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci d'avoir été avec nous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Je vous dis à ce soir, bien sûr, il est 1h du matin.